c'est là-dedans qu'on est, hein. On avait évoqué pas mal de choses la dernière fois sur la partie proprioception, sur la partie équilibre, sur la partie travail fonctionnel, sur la partie aussi qu'on appelle reprogrammation neuromotrice. Donc pour tous ceux qui étaient là la dernière fois, ils voient de quoi je parle. Pour ce qui est d'aujourd'hui, 13 avril, ce qui était annoncé expressément, c'était révision renforcement musculaire à partir d'une cotation EMFM. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que vous voyez bien de quoi il retourne quand on dit ça? Qui peut écrire ou dire quelque chose là-dessus? N'hésitez pas à en converser, hein. Je vous rappelle la fonction. Vous êtes 38, mais il n'y a que 3 personnes qui montrent leur tête, donc l'idée, ou non, plus que 3, oui. Non, c'est de proposer, j'imagine, de savoir quoi proposer comme renforcement musculaire en fonction de la cotation qu'on va atteindre sur le moment et comment travailler tel ou tel muscle. Voilà, si on veut passer, savoir en fonction des cotations et puis surtout trouver des idées, adapter le renforcement. Alors, ça regroupe énormément de choses, hein, ce que vous dites là. Il y a des choses qui sont exactement dans le thème, des choses qui ont débordé. Lucie, elle dit adapter le renfort en fonction de la cotation et donc lui permettre de faire évoluer la cotation. Moi, je trouve que c'est plus ciblé, ça. D'accord. C'est dit à sa façon, mais c'est compréhensible. Vous êtes parti sur aussi le fonctionnel, aussi plein d'autres choses. Là, l'idée en K1, pour être clair, c'est de se dire qu'est-ce qu'on attend de vous lorsqu'il s'agit de démarrer du renfort musculaire, dans la mesure où tout le monde, semestre 1 comme semestre 2, doit nous montrer comment il serait arrivé à une évaluation MFM de tel ou tel groupe musculaire ou muscle, ben ça veut dire qu'on a un point de départ. Un quadriceps à 2 moins, on a des rotateurs latéraux de hanche à 3, on a des fléchisseurs d'épaule à 3 moins. Dès lors qu'on a un point de départ, ça veut dire qu'on se dit, bah tiens, ils sont là tes muscles. Ce groupe musculaire ou ce muscle, il en est là. Il a une cotation, ce que dit Lucie. Bah, lui donner un objectif. Donc dès lors que j'ai une cotation et que le muscle il est plus faible que 5, le kiné doit faire du renforcement musculaire. La définition du renforcement musculaire en kinésithérapie, c'est de détecter des muscles anormalement faibles pour pouvoir les renforcer. Et donc l'outil dédié, c'est un outil dérivé de la neurologie périphérique. Donc le modèle PRI, c'est le modèle des atteintes neurogènes périphériques, pour dire, dès lors qu'un muscle est coté chez Daniels à moins de 5, eh bien on peut utiliser des méthodes de renforcement à la cotation EMFM. Alors est-ce que vous voulez d'autres rajouter des choses? Vous êtes 40, n'hésitez pas à mettre d'autres éléments, entre ce qu'a dit Lucie, ce qu'a dit Valérie. N'hésitez pas à participer, hein, c'est à ça que servent ces tutos. Ils ne servent pas à choper des sujets, à faire des captures d'écran en se disant on va utiliser des trucs. Il n'y a pas de plan de guerre à mettre en place. Hein. Il faut que vous soyez libre de poser des questions. La dernière fois, je vous ai proposé des slides, je vous ai remontré des choses. Monsieur Cordier est intervenu aussi. Donc c'est sur cette manière-là qu'on a essayé de vous exposer à la fois notre point de vue, puis à la fois nos éclairages, hein, nos éclaircissements. Alors allons-y. Le renforcement à la cotation EMFM, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà proposé. Qu'est-ce qu'il y a comme élément? Allez-y encore à l'oral ou à l'écrit, hein, comme vous voulez. Hein. Elle a dit un petit peu Valérie, il faut trouver des exercices. Vous êtes d'accord que c'est une de vos difficultés? Moi, j'ai demandé à Monsieur Clément, à l'instant, qui est enseignant de membre pour un groupe de votre promotion, je lui dis, qu'est-ce qu'ils font le moins bien? Qu'est-ce qu'ils ont le plus de mal à capter quand t'es jury, tout ça? Et lui, il me dit, ouais, ils ont un petit peu du mal parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils trouvent un exercice, quoi. Qu'il faut qu'ils nous refourguent l'exercice de manière un peu décontextualisée. Et des fois, bah, ils sont pas sûrs d'eux sur la manière de trouver l'exercice. Et c'est vrai que l'idée, voilà ce que met Emma, par exemple, hein, en charge ou en décharge, c'est de se dire, mais on ne sait pas, Monsieur Ferry nous parle de chaîne fermée, on nous parle de courses, on nous parle de plein de trucs. Donc du coup, bah, comme on nous parle de plein de choses, bah, on préfère se bloquer et on préfère ne rien proposer que d'avoir faux. Ça, c'est votre culture passesse qui revient, c'est de se dire, on veut pas avoir faux, ça va nous coûter trop de points. Alors qu'en fait, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est pas tellement le fait de proposer qui vous coûte des points, c'est le fait de bloquer. Si on se dit, ils sont secs, bah, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant un semestre et demi? C'est pas normal. Donc l'idée, c'est effectivement associer la cotation, les contraintes du patient et la variété d'exercices. Ça, c'est après le renforcement à la cotation OMFM. Le renfort à la cotation OMFM, je dirais, il est un peu bête et méchant. On a 2 à 3 familles d'exercices
pour passer de telle cotation à telle autre. On a un mode de contraction parfois, on a des modalités à d'autres moments qui nous permettent de travailler. Faire travailler le muscle faible en analytique pour ensuite l'intégrer dans le schéma. Donc si on est perdu avec la chaîne ouverte, la chaîne fermée, le travail fonctionnel, la RNM, la proprio, bah, ce que vous met Manon à l'instant là, c'est de se dire, c'est après ça les amis. Donc vous avez déjà une bonne partie de votre kiné active, de votre renfo à faire pour ramener le muscle à 5. Bien sûr, une fois qu'on va commencer à montrer des exos de proprio, on va dire, mais la proprio ne commence pas à 5, on peut la commencer avant. Même à 0, on peut déjà penser à la phase ultime de proprioception et de RNM. Toujours est-il que chronologiquement dans votre démonstration, ça arrive à la fin, vous êtes d'accord? La remise en charge arrive à la fin. Les exercices de RNM arrivent à la fin quand même. Dans une démonstration type examen de l'école de kiné. Donc vous n'avez pas besoin de montrer de la RNM tout de suite. On va pas vous demander de faire du renfo, quantifié, entre 2- et 2, en chaîne fermée, en utilisant des chaînes spiralées de je sais pas quoi. Ça, c'est pas du tout ça qu'on vous demande. On vous demande simplement d'installer le patient dans la position adaptée dérivée de l'EMFM. Donc s'il est à plus de 2, donc 2 plus, 3 moins, ou qu'il est tout juste à 2, vous l'installez en cotation 3, vous le mettez dans la cotation du dessus. Et dès lors qu'on est par exemple entre 2 et 3, ben, excentrique facilitateur. Mon quadriceps ne peut pas parcourir de débattement articulaire contre pesanteur, donc en position assise, ou table, mais il peut peut-être freiner un peu. Si je suis cote à 2+, il peut faire en partie tout seul en dynamique concentrique, il peut monter de 20-30 degrés, mais il ne va pas au-delà. Il ne dépasse pas les 45. Donc, je peux le mettre à 90 et me mettre en parade en lui demandant de freiner. Dans ce cas-là, l'excentrique est facilitateur, il ne peut pas aller à 90 en concentrique, il ne peut pas vaincre la pesanteur, sinon il sera à 3, mais il peut tout à fait déjà faire un équivalent de début de 3 sur les premiers degrés, et ensuite en actif aidé, il peut y aller aussi, mais éventuellement, surtout sur le retour, il peut contrôler un peu la descente en excentrique. C'est pour ça qu'on dit que l'excentrique est facilitateur. On fait quelque chose en excentrique qui n'est pas accessible en concentrique. Et donc c'est bien un moyen de faire travailler le muscle à hauteur du maximum de tension active qu'il est capable de développer. Et en s'entraînant, en répétition, en série, avec du repos, petit à petit, de 2+, on arrive à 3-, de 3-, on arrive à 3. Dès qu'on arrive à 3, on fait des répétitions. Tu me le faisais une fois la semaine dernière contre pesanteur et une seule, maintenant tu vas me faire des séries de 2 ou 3 répétitions. Semaine d'après, série de 10. Semaine d'après, on rajoute du poids. Etc., etc. Donc ce que vous devez comprendre aussi, c'est la logique de progression. Et ce que m'a dit M. Clément aussi, c'est de dire, ils ont un peu l'impression qu'un seul exercice, un seul mouvement d'un exercice, suffit à faire tout récupérer d'un coup, quoi. Non, c'est un nombre de répétitions, c'est de l'entraînement sportif. C'est à force de faire des séries, à force de faire des mouvements, à force de faire des répétitions à la frontière du maximum qu'on peut tolérer qu'on y arrive. Et donc ce que dit Manon, c'est très juste, il faut respecter la force du muscle à l'instant T. C'est-à-dire qu'il faut que l'exercice soit adapté à la force du jour. Il faut qu'il soit un tout petit peu, éventuellement, au-delà de ses limites, si on est dans un mode facilitateur comme l'excentrique que j'ai décrit juste avant. Donc, ensuite, on propose, en charge, en décharge, éventuellement, on fait jouer les différentes courses, quand c'est judicieux de le faire, pour travailler et compléter un 2+ en 3-, un 3- en 3. Donc on augmente les exigences en termes de course. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous, ça? Ça, c'est une espèce d'introduction. Donc, on peut rentrer maintenant dans des exemples. On peut rentrer dans des exemples, peut-être pour que les silencieux parmi vous participent, des choses qu'on vous aurait reprochées en CC, par exemple, parce que vous êtes beaucoup focalisé sur les CC, et après, la vérité du renforcement, on la retrouve dans les échanges que vous avez entre vous, auxquels on ne participe pas, nous, on n'y est pas invité, pour dire, monsieur machin m'a dit ça, pour monsieur machin, c'est comme ça qu'on renforce, pour un autre, on renforce en faisant ci ou ça. Moi, je vous redis, le renforcement à la cotation EMFM, c'est tout simplement en se mettant dans les positions de MFM, en proposant le bon mode de contraction, mais par rapport à la pesanteur, de faire gagner jusqu'à arriver au moins à 3. Après, entre 3 et 5, c'est avec des protocoles. Mais entre 0 et 3, c'est les listes d'exercices qu'on vous donne en membre, et il peut y avoir des petites variantes entre profs, et c'est à vous de trouver votre bonheur dans ces techniques-là, celles que vous arrivez à nous présenter. Alors, parmi ce que vous avez cherché à présenter, à quel moment avez-vous eu des problèmes? Donc le muscle est faible, il faut le renforcer par ça. C'est un renforcement. La variabilité des exercices qui est difficile à trouver en fait en cotation 2-3. La variété d'exercices, vous voulez dire? Ouais.
Souvent, on Alors, tourne. donnez un exemple d'exercice. Imaginez que vous êtes en CC, vous êtes la prof, Isabelle, et moi, je suis l'étudiant qui passe en CC. Alors, choisissez de passer de cette cotation à l'autre. On est entre 2 et 3. Choisissez une cotation, un groupe musculaire, et moi, je vous dis ce que j'expliquerai. Allez-y. Eh ben, cotation 2 pour un quadriceps. Là, c'est pas trop compliqué. Nous sommes cotation 2 sur un quadriceps. Ça veut dire que lorsque je suis en latérocubitus, mon quadriceps droit, il est capable de balayer l'intégralité de l'amplitude présente en passif, alors qu'il n'est pas capable de l'autre côté, le côté sain. Celui-ci arrive en position assis ou assis couché bout de table, à tendre dans toute l'amplitude disponible en passif, c'est-à-dire la rectitude du genou. Entre 90 degrés de flexion et 0 degré, j'arrive à tendre à gauche, alors que j'y arrivais totalement en latérocubitus, c'est-à-dire lorsque mon segment jambier n'est pas soumis à la pesanteur, j'arrive à faire toute l'amplitude, à balayer toute l'amplitude disponible en passif, mais sur un mode actif, grâce à mon quadriceps fémoral. Lorsque je suis assis comme cela, j'essaye de contracter. Le kiné, vous, Isabelle, vous sentez la contraction de mon quadriceps sous vos doigts. Cependant, il n'y a aucun mouvement qui se réalise. Mais je sais qu'il est quand même capable de le faire complètement lorsqu'il est en latéraux. J'ai 2 solutions. Vous êtes mon enseignante, Isabelle, vous me faites passer un CC. Je vous dis verbalement sans le montrer, je pourrais tout à fait laisser le patient en latérocubitus. Il est capable de réaliser une seule fois ce mouvement. Je peux lui faire des séries de 5 avec pas mal de temps de repos entre chaque répétition, en le stimulant verbalement pour qu'il donne le maximum et en lui demandant de faire plusieurs répétitions de cette cotation 2, donc de ce mouvement dans toute l'amplitude sans pesanteur. Je fais des séries de 5, il s'épuise, après il n'arrive plus à faire une 6e. Au bout d'une semaine, il arrive à faire des séries de 10, puis il arrive à le faire en diminuant les temps de repos. Mais je peux aussi m'imaginer que, qui peut le plus peut le moins, dès qu'il est à 2, je commence tout de suite à le mettre à 3. Et tout de suite, dans les 30 derniers degrés, c'est-à-dire ici, quand je me mets ici à, par exemple, 70 ou 60 degrés de flexion de genou, donc je suis à 90, 30 degrés en moins, c'est-à-dire que je suis à 70 degrés de flexion du genou, je peux très bien tenir le segment jambier, segment sural, et dire, Monsieur Ferring, tenez votre jambe, freinez la descente avec votre quadriceps, allez-y, freinez. Très bien, votre pied est posé, votre muscle est très très faible, il n'est coté qu'à 2, il y a 5 à 10% de la commande qui est efficace. Reposez-vous bien. Je vous ai demandé de contracter pendant 2 à 3 secondes, on se repose au moins 10-15 secondes. Allez-y, Monsieur Ferring, je vous emmène à nouveau votre membre inférieur en passif sur les 30 degrés de fin de course, là, et je vais vous demander de freiner sur ces 30 degrés comme je viens de le faire. Allez, vous donnez le maximum, contractez au maximum, freinez, vous n'allez pas réussir à retenir, mais freinez le maximum, freinez. Ok, très bien. 2e répétition. Isabelle, j'ai fait travailler M. Ferring, mon patient, mon cobaye, sur un mode où je l'ai beaucoup stimulé, je l'ai invité à contracter de toute la tension active dont il était capable aujourd'hui. Je l'ai placé dans une position qui est un tout petit peu plus exigeante que sa cotation 2 qu'il avait, qui correspondait aux latéraux sans pesanteur. J'ai choisi de le faire seulement dans les 30 derniers degrés parce que le bras de levier de la pesanteur s'exerce moins sur le segment jambier. Et comme je donnais beaucoup d'encouragement, que j'étais peu exigeant en termes de bras de levier de la pesanteur et que j'ai donné beaucoup de temps de repos, j'estime qu'il a réussi à freiner. J'ai utilisé l'excentrique facilitateur pour obtenir une progression musculaire. J'ose espérer que, à la fin de la semaine, si je refais des tests, peut-être qu'il sera déjà à 2+, son quadriceps, M. Ferring, quand je lui ferai travailler son quadriceps. D'accord? Vous auriez aussi pu choisir de dire, je fais de l'actif aidé. Vous, Isabelle, vous me demandez, Vincent, est-ce que tu peux me proposer un 3e mode de travail? Ok, en répétition en latéraux, ok, en excentrique facilitateur à partir de 30 degrés au-dessus du 90, là, donc à 70 degrés de flexion, à 60 degrés de flexion. Mais est-ce que tu n'as pas autre chose? Oui, Isabelle, je peux te montrer autre chose. Je peux me mettre en parade. De 90 jusqu'à 0, je peux très bien faire de l'actif aidé. Dire, vas-y, contracte comme quand tu étais sur le côté tout à l'heure, comme quand tu étais en cotation 2, contracte. Vas-y, je t'aide, allez, vas-y, contracte. Ne lâche pas, même si c'est moi qui t'aide. Ça contracte un tout petit peu. Je sens que ça se contracte un peu sous mes doigts. Tu m'aides un tout petit peu. Parfait. Ok, on relâche. On prend énormément de temps de repos. Il n'y a pas de raison qu'il arrive à contracter son muscle en latérocubitus et que le muscle devienne paralysé quand il est assis, on est d'accord. Il est juste pas assez fort pour porter le poids de son segment jambier contre la pesanteur sur le moindre degré. Mais il arrive à le contracter. Sous vos doigts, vous le sentez se contracter en position assise. Donc c'est à vous de lui dire, je veux que tu le contractes aussi fort que quand tu es en latéraux et que tu obtiens ta cotation 2. Et à chaque fois, on le stimule. Ce qui manque dans vos démonstrations, c'est de faire plusieurs répétitions
C'est de montrer comment vous encouragez le patient, c'est d'expliquer pourquoi vous donnez beaucoup de repos et tout ça. Mais c'est toujours à la cotation EMFM. Vous êtes d'accord que tout ce que je vous ai dit là, c'est soit je fais travailler en cotation 2 avec plusieurs répétitions, soit je fais travailler en position de cotation 3 en excentrique facilitateur sur la fin de la course, par exemple, soit je fais travailler en actif aidé à partir du 90, et éventuellement sur toute la course. Ces 3 modalités différentes en utilisant le renforcement à la cotation EMFM. Donc, il y en a qui... Moi, en fait, c'était ma question, c'était parce que j'ai bien compris les 3 là. Ouais. C'était est-ce qu'il y en a d'autres qui sont potentiellement réalisables ou pas? Bien sûr, ça veut dire que si le muscle il est simplement sidéré, que c'est en post-opératoire, vous pouvez placer de l'électrostimulation sur le muscle, vous pouvez rajouter des facilitations. Vous avez vu moi ce que je faisais? Tapoter sur le muscle, donc c'est le système des batades entre 0 et 1, mais c'est aussi des stimulations extéroceptives qui invitent le muscle à se contracter plus. C'est les informations que vous donnez pendant l'exercice qui font varier l'exercice. Vous comprenez ça? C'est pas juste, ah bah il est assis. Ouais, mais comment tu le fais l'exercice? Montre-le nous vraiment. Vous avez vu, là, je fais un peu le zozo, là, je suis en train d'animer un espèce de truc. C'est à vous d'être dans cette posture d'animateur en même temps. On peut lui proposer en actif aidé aussi de la polythérapie. Eh bien, exactement. Ça veut dire qu'entre 2 et 3, on peut aussi faire varier les plaisirs en proposant de la polythérapie. Bien évidemment, vous n'allez pas l'installer en polythérapie. Donc, lorsqu'on est en montage en cotation 3, vous allez proposer éventuellement quel type de montage entre 2 et 3? Pardon. Un montage aidant. Suspension? Oui, pardon, c'était pas la question, excusez-moi. Suspension axiale. Ah, si, c'était ça, non, Valérie. Donc moi, je mettrais une poulie de traction au-dessus, là, qui est accrochée à une chevillère où mon pied est accroché. Je mets une poulie de réflexion, et puis j'accroche une masse là, qui est inférieure au poids de ma jambe. Ouais. Et donc au début, je vais être obligé, si le poids de ma jambe fait 2,5 kg, 3 kg, je vais être obligé de mettre 3 kg au début, quasiment, ou 2,850 kg. Et avec 2,850 kg, je vais réussir tout doucement à monter, j'arrive à porter 150 grammes. Vous êtes d'accord? Petit à petit, j'enlève des centaines de grammes. Jusqu'à être capable de faire tout le mouvement sans aide du tout. Donc dès lors que de ce montage aidant, vous êtes d'accord, hein, la poulie, les lingues, tractent et tirent sur ma guibole comme ça, je suis là, et elle tire sur ma guibole comme ça. Donc là, je suis là, elle tire comme ça, et elle monte, ok? Donc si elle tire vers le haut, ça veut dire qu'elle m'aide. C'est la même chose qu'un kiné qui tiendrait le membre inférieur, et puis qui soulèverait et qui mobiliserait en passif vers l'extension. L'actif aidé, c'est ni plus ni moins que le patient qui vous aide un petit peu, alors que c'est vous qui êtes en train de faire une mode passive, hein, ou l'inverse. C'est vous qui l'aidez autant que besoin, alors qu'il est en train d'essayer de faire un mouvement actif. C'est une collaboration. Et donc c'est une collaboration à hauteur du maximum que le patient peut faire. Donc là, la valeur de la 1 petite RM ou de la 10 petite RM, c'est la charge minimum avec laquelle le patient peut réaliser le mouvement. Donc il est possible que, si moi mon membre inférieur, enfin ma jambe pèse 2,5 kg, en mettant 2,450 kg, peut-être que j'arrive à faire une répétition dans cette position 3. Grosso modo, je suis capable de porter 150 grammes, moi, contre pesanteur, mais pas plus. Et donc petit à petit, je peux très bien être capable de gagner un peu plus, etc., etc. D'accord? Donc il arrive un moment où je peux très bien être capable, je vais mettre que d'1 kilo, et je peux très bien aller de 0 à 45 degrés, par exemple. Ne pas aller au-delà de 45 degrés. Vous voyez un petit peu dans l'équivalent de l'histoire du 2+, ou du 3-. Je peux ne pas pouvoir tout faire, mais je peux quand même être capable d'aller plus loin que si je suis pas aidé du tout. Donc ça vaut le coup de faire varier entre l'actif aidé, l'excentrique facilitateur, les répétitions en latéraux en cotation 2 en augmentant l'endurance du muscle, mais également des modalités de travail plus quantifiées, ce que propose Valérie avec cela. Donc nous, souvent, on attend de vous que vous nous le montriez en l'expliquant, en le justifiant, en l'animant de la voix, mais en même temps que vous soyez capable de répondre à la question. Et si tu voulais quantifier ce renforcement, comment tu ferais? Là, c'est la réponse de Valérie, c'est en utilisant des protocoles avec la notion de petit RM. La 1 petite RM, et ce qu'on enseigne à l'école, la 10 petite RM, c'est la charge minimale avec laquelle on arrive à faire le mouvement. Donc si je suis capable avec 500 grammes d'aide de faire le mouvement, on me met le 500 grammes d'aide. C'est mon maximum, en fait, bizarrement. Hein. Alors que je diminue le poids, mais plus je diminue le poids, plus je suis fort. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres choses? On est toujours par rapport à un référencement, par rapport à la résistance et au poids du membre. On est d'accord, hein? On est toujours référencé par rapport à l'EMFM. Daniel Swartzingham, soit en apesanteur, soit contre-pesanteur. Allez-y.
Après, est-ce qu'on pourrait du coup faire aussi un montage résistant, mais en position de cotation 2? Et ben voilà, on peut aussi proposer ça. Donc soit ce sont les répétitions qu'on augmente, c'est ce que je vous proposais. Dans ce cas-là, on augmente un peu plus l'endurance de force, ou alors, eh bien, on fait gagner 100 grammes par 100 grammes en restant en position 2. Puis dès lors qu'on dépasse un certain nombre de grammes suffisant pour que ça soit convertible en déplacement articulaire en cotation 3, ben, on peut arriver à 2+. Et petit à petit, on prend le relais. Vous êtes d'accord qu'on ne va pas continuer de faire cela quand le muscle est déjà à 4, par exemple. Ce qui nous fait reposer une question. C'est-à-dire que beaucoup parmi vous continuent à palper le muscle alors que le muscle est à 4, par exemple. Donc on ne s'enflamme pas. On est d'accord que les irradiations, on les propose surtout entre 1 et 2. On peut les proposer pour lever une sidération entre 0 et 1, quand c'est un problème de sidération musculaire. Donc quand il y a un petit frémissement à 1, on ne va pas proposer des irradiations quand on travaille entre 4 et 5. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Entre 4 et 5, ce sont des protocoles. Résistés, pas aidants. Des protocoles avec des charges additionnelles, c'est du renfort musculaire. Du côté droit, je porte 10 kg, du côté gauche, je ne porte que 5 kg, je suis moitié moins fort, je suis encore à 4. Mon but, c'est de revenir normal, à 5. Pas sportif de haut niveau, champion d'haltérophilie. Mon objectif, c'est de redevenir pareil que de l'autre côté. Donc, je suis encore malade de mon côté gauche, parce qu'il porte que 5 kg. Avant mon accident, je portais 10 kg. Le rôle du kiné, c'est de renforcer pour faire passer de 4 à 5, grâce à des protocoles quantifiés. Ça, il faut que vous soyez convaincus de ça et que vous nous expliquiez ça, comme je vous le dis là. Ça, tous les profs acceptent ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc vous, pour ceux qui sont dans les théories du complot, de dire mais ça, il faut le dire à Ferrine, d'accord, mais aux autres, on dit quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous sortiez de votre théorie du complot. Il y aurait des choses qu'il ne faudrait pas dire à certains, puis les petits hommes verts, ils vont venir nous coloniser, et puis je sais pas quoi, et puis les puces 5G avec le vaccin contre le Covid, vous allez tous devenir maboule si vous pensez tout le temps à ces théories du complot. Donc sortez ça de votre tête, il faut nous expliquer des choses simples, et référer le renforcement musculaire, au moins la moitié de ce que vous devez nous présenter, au même référencement qu'en EMFM. Donc quand vous bossez le EMFM, ben vous bossez aussi votre membre et vous bossez aussi votre capacité à nous expliquer le renforcement à la cotation EMFM. Ça marche? Donc là, l'idée après, est-ce qu'on peut le travailler? Ce que demande Léa. Est-ce qu'on peut faire travailler le muscle dans son moment de force dans un premier temps? Il faut que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire en disant ça. Parce que moi, si vous me dites ça comme ça, je vais le faire travailler dans son moment de force. Je vois ce que vous voulez dire, hein, on est bien d'accord. Hein, je suis pas complètement stupide, mais essayez de l'expliquer, parce que c'est pas si clair que ça. Ça veut dire quoi, Léa? Écoutez, moi je dois être stupide parce que je comprends pas ce qu'elle veut dire. Oui, donc, non, mais je pense qu'elle se comprend. Moi, je comprends à peu près ce qu'elle veut dire. Globalement, c'est dit de manière trop biomécanique, si vous voulez. En gros, le moment de force du muscle, c'est là où il développe son maximum de force, c'est là où il est le plus efficace. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour faciliter le muscle, pour faciliter son travail, vu qu'il est plus fort dans cette position-là, de commencer le renfort dans la position dans laquelle il est le plus fort? On va imaginer un des 3 fléchisseurs du coude, un humérus, un avant-bras. On va vous apprendre en biomécanique que le meilleur moment de force, la plus grande efficacité, la traction la plus efficace se fait quand, par exemple, le biceps brachial tracte avec un angle droit par rapport au segment radial, par rapport au radius. Il s'accroche sur la tubérosité bicipitale du radius. Donc une fois qu'on est là, il arrive ici, il vient ici. Il vient là. Donc on se dit, et c'est ce que dit Léa, si on travaille le biceps brachial à 90 degrés de flexion de coude, il est dans son meilleur moment de force, c'est là où il est le plus fort. Oui, mais Léa, c'est aussi là où le bras de levier de la pesanteur s'exerce sur tout l'avant-bras et toute la main. Donc c'est aussi là où il a le poids le plus lourd à porter. Donc oui, c'est intelligent de penser cela. Oui, c'est le moyen d'être sûr de recruter le plus possible le muscle. Mais dans ce cas-là, moi, je ferai 50-50. J'appellerai un ami et je vous dirai, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si on est juste à 2, eh bien, on va travailler à partir de 90 degrés l'excentrique facilitateur. Et on se met à 90 degrés par rapport à cette logique de moment de force maximale. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec moi, Léa, si je vous dis ça? Ouais, donc en gros, on prend le moment de force du muscle et il vaut mieux travailler l'excentrique facilitateur à partir de... C'est pas valable tout le temps. C'est là, en l'occurrence, parce que le moment de force principal, si je suis en position assise pour mon biceps, eh bien, il s'exercera ici. Le moment de force principal pour le quadriceps, tout à l'heure, il était où? À combien de degrés de flexion de genou il était? Il était en extension complète? Il était à 90 degrés?
Le quadriceps, non? Comment? C'est 60 le quadriceps, non? Voilà, donc là, on peut se dire que si on n'est pas totalement en extension, si on n'est pas non plus totalement en flexion, on va avoir un meilleur moment. Donc là, on est plutôt à 60. Sauf que là, quand on est à 60 sur le quadriceps, on a un bras de levier de la pesanteur qui est relativement modéré. On n'est pas avec un bras de levier identique à ce qu'on a quand on est à 90 degrés. Enfin, à 0 degré, pardon, de flexion de genou. Donc là, il faut toujours ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que si vous êtes en extension complète, ou si vous êtes en flexion à 90 pour un coude, donc extension complète pour un genou en position assise, ou flexion à 90 pour un coude, vous allez avoir le maximum du poids de l'avant-bras ou de la jambe contre lequel vous allez devoir résister. C'est pour ça que souvent, on arrive à faire le début du déplacement, mais on n'arrive pas à faire la fin. J'arrive à plier entre 0 et 40 degrés de flexion de mon coude, mais j'arrive pas à monter jusqu'à 90. Parce qu'à un moment donné, j'ai plus de poids à tracter. Vous comprenez cette idée? Quand je vous disais, par exemple, la force en dynamique concentrique va être de 10 kg, alors que du côté pathologique, je suis à 5 kg. Mais dans toute l'amplitude. C'est-à-dire que je suis moins fort. Donc ça veut dire que si je suis moins fort, à un moment donné, je porte moins de poids. L'équivalent peut exister lorsque on a des mouvements dits actifs libres. Quand je fais un mouvement actif libre, il y a un moment donné où les segments osseux, le segment jambier, le segment avant-bras, eh bien, ils représentent plus de charge, plus de résistance. C'est le bras de levier de la pesanteur. J'ai plus de porte-à-faux, j'ai plus de masse, plus de charge à vaincre. C'est pour ça que mon muscle est capable de faire le début du mouvement, mais pas la fin. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il y a des fois où je suis à 2 moins, et il y a des fois où je suis pas à 3 moins. Je suis à 2 plus, pardon, mais je suis pas à 3 moins. C'est pour ça qu'on utilise l'excentrique facilitateur. Donc du coup, raisonner en prenant en considération cette logique de moment de force, c'est bien. Vous rajoutez un élément de technologie, un élément de raisonnement, vous expliquez cela au jury éventuellement dans une question subsidiaire, ou vous le justifiez en temps réel pendant que vous faites travailler le patient. Moi j'achète, je suis d'accord, je suis bien, je trouve ça bien. Mais c'est pas toujours au moment max qu'on le fait travailler. Pas toujours, ça dépend. Des fois c'est judicieux, des fois de vous-même, vous verrez que ça n'est pas forcément. Un, c'est pas toujours possible, et deux, c'est pas forcément toujours si simple. D'accord? Ouais. Faut vraiment jongler en fait entre le moment de force, mais là en gros avec le biceps c'était pile l'exemple où ça marchait pas parce que la pesanteur intervenait au max, et faut arriver à jongler entre toutes ces données-là. Il faut que vous ayez dans votre tête un espèce d'équivalent comme un dynamomètre qui mesure la charge. C'est-à-dire que si je tends mon bras comme ça, sans rien porter, ou en portant quelque chose de léger, ici, là, eh bien ça va être lourd, parce que j'ai toute la longueur de mon bras et de mon avant-bras. Dès lors que je me retrouve avec une longueur de segment plus léger, j'ai moins de bras de levier. Vous comprenez bien que si je pose une charge ici de 5 kg, c'est plus facile que si je pose une charge ici de 5 kg. Donc ce qui est valable avec une charge additionnelle est valable aussi avec le simple poids de mon bras et de mon avant-bras. La masse de mon bras et de mon avant-bras justifie cela. C'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, imaginez que ma jambe pèse 2,5 kg, 3 kg. Imaginez que mon avant-bras pèse 1,5 kg. Imaginez que l'ensemble de mon membre supérieur pèse je sais pas combien, voilà, etc. Vous comprenez ça? Donc on part pas de zéro. Donc dès lors qu'on doit vaincre la pesanteur, on doit vaincre un certain poids. Et on le comprend avec ce que disait Valérie tout à l'heure sur les montages aidants. Le montage aidant, on met une charge équivalente au poids du bras. Dans une balance, si vous mettez le poids suffisant, à partir d'un moment, ça s'inverse. Il y a un moment donné où c'est équilibré, il y a un moment donné où ça s'inverse. Donc il faut toujours que vous ayez à la jauge, comme ça, un espèce de dynamomètre dans votre tête, là, intégré, pour savoir à peu près combien pèse un bras, combien pèse une jambe, combien pèse une cuisse, à quel moment est le moment de force le plus important, mais aussi à quel moment, en tout cas, dans quelle position il y a le plus de bras de levier qui s'exercent, où je place ma résistance et dans quel sens, pour que ça s'exerce le plus possible. Donc tout ça, c'est important que vous nous le montriez pendant le renfort musculaire. Donc là, il faut clairement tordre le cou à la compréhension de la pesanteur. Donc là, vous êtes sur de la mécanique newtonienne pure. C'est la pomme qui tombe, elle tombe où, pourquoi, P égale mg, à quelle vitesse elle tombe, c'est proportionnel au poids de l'objet, etc., etc. Il y a une accélération, il y a tout ça. Il faut que vous soyez familier de tout ça quand vous changez votre patient de position et que soit il gravit la pesanteur à la verticale, soit il est totalement en apesanteur, comme dans une suspension axiale équilibrée,
soit il est un peu en hybride entre les deux, quoi. Il va un peu en diagonale, ce qui fait qu'il est ni totalement contre-pesanteur, ni totalement en apesanteur. C'est ce qui fait que des fois, le patient, il triche, il compense. Il devrait monter strictement à la verticale avec son moyen fessier en étant en latérocubitus. Il va se mettre un peu de travers, comme s'il allait vers le procubitus ou vers le décubitus dorsal. Ça lui permet de ne pas être strictement sur une pente raide où il doit vaincre une pesanteur, un mur strictement vertical. Il va sur une pente un petit peu inclinée ou beaucoup inclinée, mais c'est toujours mieux qu'un mur. Allons-y, n'hésitez pas pour des questions, mais cette histoire de moment de force, c'est important. Vous l'apprenez, vous validez ces données avec Monsieur Bouilly qui vient de passer dans le bureau, là. Eh bien, si vous le validez, si vous l'avez compris, si vous avez eu juste au QCM, vous devez être capable de le retranscrire sur des exercices lorsque vous demandez un exo à un patient. Donc, bien sûr qu'il faut le faire avec difficulté. Bien sûr qu'au début, vous avez le droit d'hésiter ou de donner des réponses pas complètes. Mais il faut chercher à régler ce problème-là. En actif libre, c'est le poids du segment qui s'exerce. Et c'est la définition de la cotation 3. Il n'y a pas encore de résistance additionnelle. Ni subjective, manuelle, ni quantifiée avec des charges directes ou des charges indirectes via des montages de poulies. N'hésitez pas si vous avez des questionnements. Là, on part des remarques des personnes qui acceptent de participer. Oui, j'avais une petite question. Allez-y. C'était pour un sujet qu'il y avait eu en CC, c'était pas le mien, donc je me souviens plus exactement, mais c'était pour valider que le moyen fessier en cotation 3, la personne avait dit que en se mettant debout en unipodal, ça pouvait le valider. Monsieur Cordier a expliqué que non, car le moyen fessier, la cotation 3, je crois qu'il y avait une histoire de 17%, et il pouvait supporter 17%, je crois, de résistance, et donc que le corps entier ne pouvait pas être supporté. Et du coup, je voulais savoir à quel moment on peut considérer que la personne peut supporter l'ensemble de son poids quand on travaille en cotation de manière EMFM. Ça veut dire qu'il faudrait attendre de travailler qu'en cotation 4 ou 5 pour valider de l'unipodal? Oui, je sais pas si tu as compris. Oui, on a très bien compris, c'est dit de manière un peu maladroite, mais il y a des éléments dans la techno de base qu'on vous enseigne. Moi, je vous ai montré en UE6 des slides où on évoquait le test qui permettait de se dire à partir de quelle force. Oui, c'est Van Voren. C'est Van Voren, Rabeux-Michaud, c'est ça les équivalents. Donc on estime que la personne ne va pas boiter, n'aura pas de boiterie de bassin ou d'épaule, son moyen fessier sera apte à subir la mise en charge et ne cédera pas en excentrique, ne flanchera pas, ne lâchera pas lorsqu'on est en charge et en appui. Et donc M. Cordier a 100% raison, comme d'habitude, je serais tenté de dire. Et comme d'habitude, il a raison aussi dans le sens où la réponse, elle est en vous, puisque vous savez, Van Voren, Rabeux-Michaud, vous savez ce que c'est. Donc quelqu'un que vous mettez en latérocubitus et à qui vous demandez simplement de faire en actif libre une abduction de hanche, dans toute l'amplitude permise en passif, il est juste capable de porter quoi? La masse de l'ensemble de son membre inférieur, en chaîne ouverte. Il est capable de faire ça. On imagine, ça fait 6 kilos, 7 kilos. Allez, on imagine. Une personne, ça fait 7 kilos. On imagine que avec Van Voren, Rabeux-Michaud, le 7 kilos correspondant, ça soit peut-être 15 kilos. Donc quand M. Cordier dit 17%, il n'est pas loin du compte, puisqu'on se retrouve à forcément être beaucoup moins, la force maximale du muscle est beaucoup moins importante quand on est tout juste en cotation 3, c'est-à-dire qu'on est capable de faire une seule fois une abduction en actif libre en latérocubitus, contre pesanteur certes, mais seulement porter le poids de l'ensemble du membre inf, une seule fois, et le fait d'être capable de porter l'ensemble du corps en inversion de point fixe, en chaîne fermée, sans que le bassin ne flanche. Donc si on est juste à 3, le bassin, il a toutes les raisons de flancher. Oui, la question, c'était surtout s'il y avait d'autres tests que justement Van Voren qui pouvaient être faits. Quel test on peut inventer? Van Voren, il y en a déjà autre chose que Van Voren, puisqu'il y a aussi Rabeux-Michaud. Mais donc ça, ce sont des normes qui sont hautement critiquables, tout autant que le 17% cité par M. Cordier, tout autant que l'idée qu'on aurait forcément, si Van Voren est juste bon, on va être sûr de ne pas avoir de boiterie, c'est pas vrai non plus. Il y a un moment donné où il faut faire de la RNM, il y a un moment donné où ça peut être vrai pour l'un, pas vrai pour l'autre, mais en moyenne, on sait que si c'est tout juste 3, ça sera insuffisant, ça on peut se dire qu'on en est sûr. En revanche, on sait que si on est dans les normes de Van Voren et de Rabeux-Michaud, on est déjà un petit peu mieux. Et le test, le juge de paix, c'est en pratique, est-ce que j'ai une boiterie?
Est-ce que j'ai une boiterie de bassin ou d'épaule? Est-ce que j'ai un Trendelenburg ou un Duchenne de Boulogne quand le patient il marche? Donc là, encore faudrait-il avoir le vrai patient. Donc vous pouvez être amené le jour des examens à faire des erreurs, à pas voir comment il faudrait vérifier le vrai jour J avec un patient, parce que tout simplement votre cobaye, ben, c'est un sujet sain. Donc vous ne pouvez pas vérifier en situation réelle que le patient y boite ou pas. Donc là, vous comprenez l'idée. Donc dans cette idée-là, bah, et puis même, vous n'allez jamais tester en mettant l'intégralité du poids nécessaire en ras de Michaud Van Voren. Donc vous vous rendez pas vraiment compte, vous n'allez pas au bout des exercices. Vous citez les exercices plus que vous ne les démontrez. C'est ce que m'a dit monsieur Clément en disant, bah, il les montre pas jusqu'au bout les exercices. Donc ça c'est plutôt madame Duatois qui m'a dit ça tout à l'heure. Ils vont pas au bout de leurs exercices. Ils citent et ils récitent les protocoles, les trucs. Je fais des batailles, je fais des machins. Mais comment tu ferais vraiment? Montre-le sur lui. Bah je sais pas moi. Attends, j'ai jamais vu. Hein. Eh ouais, donc il faut que vous alliez un petit peu au-delà du simple fait de citer ce que vous pourriez faire. Ça, c'est un petit peu, bah, ça rejoint ce que mon conseil à moi, ce qui est de dire répéter. Répéter au sens répétition de théâtre. Répéter les situations de manière un peu caricaturale, comme moi je viens de le faire quand Isabelle m'a interrogé sur le passage de 2 à 3 pour le quadriceps. Vous comprenez ça? Et chacun le fait avec son style. Il y a des gens qui vont être plus comme moi à être obligés d'expliquer en long, large, en travers, à faire des phrases de 3 pages pour expliquer des choses, mais au moins on ne peut pas reprocher de ne pas y mettre de la générosité. Il y en a d'autres qui vont le faire de manière plus sobre et qui vont accompagner le patient dans des exercices, et ça sera très bien aussi. Il n'y a pas une seule manière de faire bien. Par contre, il y a plusieurs manières de faire mal, et la plupart de ces manières-là, c'est des manières pas généreuses. En n'expliquant pas trop, en n'incluant pas le patient, en ne démontrant pas le sujet, et en se dépêchant de finir l'exo de renfort parce qu'on n'est pas à l'aise avec le renfort. Donc, un des messages, c'est entraînez-vous aux petites mises en situation très simples, en fonction des positions EMFM, pour faire travailler les muscles en jonglant avec les définitions de la cotation 2, de la cotation 2+, du 3-, etc., etc. Et pareil pour la cotation 2, hein, du 1+, 2-, sauf qu'entre 1 et 2, là, on n'a pas d'excentrique facilitateur, vous êtes d'accord avec moi? Entre 1 et 2, c'est pas vraiment possible. Au mieux, on peut mettre une très légère résistance en latérocubitus de quelques grammes en manuel et forcer à aller en excentrique. Quand on est à 1+, ou à 2-, on peut faire travailler quand même en excentrique en faisant une approximation de résistance. C'est possible. Mais le vrai excentrique facilitateur, c'est plutôt quand on est soumis à la pesanteur. C'est là où ça prend du sens. Donc là, maintenant que vous êtes tous chauds et que vous comprenez tout ça, c'est un peu plus facile de suivre des explications comme celle-là. On voit de quoi on parle là. Alors pour ceux qui ne verraient pas encore de quoi on parle, qui disent, bon, tout ça je comprends rien, ils expliquent mal, tout ça, réinterrogez-moi. Quelqu'un me pose une question, un truc qu'il a eu, auquel il n'a pas su répondre. J'essaye de vous répondre, bien évidemment, il n'y a pas de cobaye, mais je montre sur moi, c'est limité, mais n'hésitez pas à me reposer une question. Pour me mettre en situation, hein, dans le mode, vous êtes mon prof, je suis en CC, je suis votre élève, vous avez le droit de me torturer, de me brûler avec des cigarettes allumées, de me piquer les fesses avec des aiguilles tricotées, que sais-je, comme vous voulez. N'hésitez pas, demandez-moi un exercice à la cotation EMFM pour faire progresser le patient. Est-ce qu'à 5, le patient peut encore présenter une boiterie? Oui, Manon, si le muscle du patient n'est pas bien reprogrammé. En gros, si son schéma moteur a été modifié et que analytiquement il a récupéré la force qu'il faudrait pour ne pas boiter, mais qu'il n'a pas encore réappris la technicité et la gestualité. En gros, il aurait tout ce qu'il faut pour être danseur étoile, toutes les amplitudes, il est super souple, il a toute la force dans les muscles, mais globalement, il n'est pas trop doué et ce qu'il produit, c'est pas très beau, donc c'est pas un bon danseur. Il faut encore qu'il apprenne les chorégraphies et qu'il soit un petit peu artiste dans l'âme pour s'exprimer correctement. Donc il faut encore reprogrammer. Donc oui, Manon, on peut tout à fait se retrouver à 5. Donc on peut avoir un Van Voren, un ras de Michaud nickel, et avoir quand même un Trendelenburg positif. N'hésitez pas à en profiter, hein. Je vous propose de me matraquer, de me poser des questions pour voir ce qu'il faudrait essayer de répondre suite à une question X, Y ou Z. Ça peut partir d'une question qu'il y a dans les sujets, hein, les annales, on peut faire du sup là si vous voulez. Ça peut aussi être une question qu'on vous a posée en disant mais les batailles de 0 à 1, c'est des conneries, ou ça marche pas, ou ce qui a été dit tout à l'heure hein, sur l'idée du cotation 3 n'est pas suffisante pour remettre en charge. M. Cordier avait raison, j'aurais dit la même chose que lui. J'aurais peut-être posé la même question. Ça, c'est pour dire sur... Ah, pardon, Lisa. Allez-y. Vas-y, je la donnerai après. Justement, c'était en rapport un peu avec la question d'Isabelle au tout début, sur la qualité, la variation des exercices, mais plutôt en charge. Je trouve que c'est un peu plus compliqué de trouver des exercices, d'être imaginatif, enfin d'avoir de l'imagination pour
pour ce type d'exercice. Et par exemple, pour un quadriceps, mis à part squat, fente, j'aurais un peu du mal à trouver autre chose. Alors, le quadriceps, il participe à quasiment tous les mouvements du membre inférieur. Donc, dès lors que vous poussez, que vous repoussez avec votre membre inférieur, il est sollicité. D'accord. Donc, que vous fassiez de la presse, vous êtes couché, vous poussez avec la presse. Si vous faites du squat, mais plein de squats, hein, le squat sur une jambe, le hack squat, c'est-à-dire le squat en gardant le tronc vertical. Ça peut être aussi du squat complet, du squat incomplet, hein, dans toute amplitude ou pas toute amplitude. Le quadriceps, il est tout le temps sollicité. Donc, comprenez bien que dès que vous êtes en charge, le quadriceps, il verrouille le genou dès que celui-ci est déverrouillé. D'accord? Donc là, il faut que vous soyez assez clair sur le fait que le quadriceps travaille très souvent. Le seul truc qu'il ne faut pas confondre, c'est que quand on fait une triple flexion contre résistance, il ne va pas travailler. Un tout petit peu le droit fémoral dans sa composante de flexion de hanche, mais c'est peanuts. Normalement, il ne travaille pas. Soit c'est la chaîne de triple flexion, je tracte avec mon membre inf, soit je pousse avec mon membre inf. L'élément que vous avez du mal à comprendre, c'est que si je pousse avec mes membres inférieurs, je me penche en avant, je mets en tension mon grand fessier, mes quadriceps, un petit peu mon solaire, et je pousse avec ma chaîne de triple extension. Dynamique concentrique, grand fessier, quadri, solaire. Je descends en excentrique de ces trois mêmes muscles. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éco-contraction, ça ne veut pas dire que les ischio-jambiers ne se contractent pas un petit peu en même temps, mais c'est d'abord le groupe extenseur qui travaille avec une activation plus inférieure des fléchisseurs. Donc, clairement, lorsque vous voulez faire du quadriceps, il y a plein de manières de faire travailler le quadriceps. À l'intérieur d'une chaîne, la chaîne de triple extension, par exemple, mais on peut aussi faire varier et trouver des tas d'exercices pour ce quadriceps. Donc en mixant la chaîne ouverte, la chaîne fermée, en mixant les différentes courses, en mixant les différents outils aussi. C'est-à-dire que les outils, ça peut être les poids poulies, ça peut aussi être des protocoles. Pour le quadriceps, on a le fameux TSI. Le TSI a été décrit pour le quadriceps fémoral. Donc il y a plein de façons de faire travailler le quadriceps. Donc après, vous pouvez faire travailler le quadriceps. Vous êtes assise sur vos talons, vous voyez, vous êtes assise des tibias sur une table ou par terre sur un tapis, et vous vous redressez. Vous êtes d'accord, qu'en vous redressant, vous allez à la fois vers l'extension de hanche, ce qui n'est pas trop le mouvement du droit fémoral. En revanche, vous passez de 130 degrés ou 140 degrés de flexion de genou à 90. Donc vous faites ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes assise sur vos talons, comme ça là, et vous vous redressez comme ça, le dos est droit bien sûr, et donc après vous vous redressez comme ça en étant comme ça. Donc là vous allez tendre les genoux en inversion de point fixe, c'est bien les fémurs qui bougent par rapport au tibia, et donc là vous allez pouvoir faire travailler, si c'est pas tout à fait en chaîne fermée, c'est au moins en inversion de point fixe. Le fémur s'étend par rapport à la jambe. Vous êtes d'accord? Assis talon, si je me redresse, je fais de l'extension. L'exercice de pont bustal, pont bustier. Quand je fais du pont bustier, pont bustal, je pars d'une position de flexion, mes fesses sont sur la table, je décolle mes fesses, je passe d'une flexion de 110-120 degrés de genou, en bilatéral symétrique, en chaîne complètement fermée entre mes talons et mes épaules, je passe ensuite à 90. D'accord? Je suis assis, je suis couché comme ça sur ma table de kiné, je suis comme cela, je suis d'abord en flexion comme ça, d'accord? Je suis comme ça, je décolle mes fesses comme ça, et je me retrouve comme ça. Donc là, je me retrouve plus en extension de genou. Là, je suis en flexion à 90. Quand mes fesses descendent, je suis en flexion à 110. 110 à 90. J'ai aussi une composante dynamique, concentrique, sur une trentaine de degrés, du quadriceps fémoral à l'intérieur d'une chaîne, la chaîne antérieure, qui est sollicitée lorsque je fais ce pont bustal. Chaîne antérieure au niveau des abdominaux, au niveau du droit fémoral, éventuellement si je me contracte avec mes fléchisseurs dorsaux de cheville, mais on doit aussi contracter les extenseurs de hanche, sinon ça flanche. On doit aussi contracter les abdominaux, les grands bras, donc tous les muscles rétroverseurs. Ok? D'accord. Donc là, il faut être capable de se dire, dans tous les exercices que vous pourriez trouver de renforcement du membre inf, comment le quadriceps travaille, quasiment, puisqu'il travaille 3 fois sur 4, quoi, dans 3 exercices sur 4. Et ensuite, comment vous pouvez faire décliner tout ça. Mais là, on entre dans ce que vous n'aimez pas et ce qui vous bloque. C'est-à-dire que là, la question, c'est de dire comment pouvoir avoir la caisse à outils la plus grosse du monde, être le plus riche du cimetière et se retrouver avec le plus d'exos de quadriceps possible. C'est pas ça votre problème. Votre problème en K1,
c'est d'abord d'être capable de dire, j'ai évalué tel groupe musculaire ou tel muscle à telle cotation EMFM et j'en suis sûr. J'ai déduit ça de mon tableau de De Bruyner et de mes goniométries actives et de mes positions dans lesquelles ça a été réalisé. Et j'arrive à dire, je suis à 2- de tel muscle, je suis à 3 de tel autre, je suis à je sais pas quoi de tel groupe. Et donc là, une fois qu'on en est là, c'est de dire, le renforcement de 2+ à 3- de tel groupe musculaire, ça se fait de telle manière, de telle manière, de telle manière. Classiquement, en respectant les positions. Et seulement après, si on veut faire varier les plaisirs, diversifier les exos de sollicitation musculaire, ou alors si on arrive à 3 et qu'on veut proposer des exos de renforcement quantifié, mesuré, en ayant une valeur de force max, là, il faut commencer à se creuser la tête. Et puis après, il faut remettre le muscle dans sa fonction, parce que même un muscle à 5 peut être encore trop pas parfait pour empêcher une boiterie. Alors, Marie-Hortense, par rapport aux fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, il nous a dit que c'était pas efficace pour le renfort de 0 à 1 de faire des batades. Bien sûr, il a raison, des irradiations ou de l'électrostimulation. Le plus efficace, c'est le travail actif aidé. Dans le cas d'un muscle sidéré, comment on fait sans ces 3 méthodes? Alors là, vous parlez des fléchisseurs des doigts, qui sont extrêmement tendineux, ou effectivement, faire des batades sur le corps musculaire, à part si c'est une atteinte périphérique. Parce que si c'est une sidération ou si c'est une section, vous êtes d'accord? Je peux avoir pris un coup de couteau au niveau de mon avant-bras, ça va être autre chose que si c'est mon nerf médian ou mon nerf ulnaire qui sont paralysés. Vous êtes d'accord que c'est pas tout à fait le même contexte. Donc là, M. Chauvin, il a sûrement raison, mais il n'a pas toujours raison sur toutes les pathos du monde. Donc toutes les pannes ne sont pas de la même nature. Donc effectivement, les batades, de toute façon, bon, ça reste délicat d'imaginer que simplement en tapant sur un muscle, le muscle va récupérer de la force. Mais vous comprenez quand même que si on demande « Allez, contractez, c'est là que ça se passe », si on donne cette stimulation extéroceptive, c'est plus facile pour le patient de savoir où il doit contracter et de sentir où il doit contracter. C'est une facilitation. C'est quand même toujours mieux d'informer et de dire ce qu'on veut voir se contracter, plutôt que de rien dire. Allez-y, contractez en dynamique concentrique votre fléchisseur commun superficiel. Le patient, il ne comprend pas ça. Donc vous êtes moins efficace si vous proposez une sollicitation qui n'est pas adaptée. Donc là, M. Chauvin a raison sur l'idée que ça va plutôt être de l'actif aidé, donc il faut plutôt accompagner et faire de l'actif aidé, redonner du coulissement, et puis peut-être dire c'est là que ça se contracte. On montre quand même là où ça doit se contracter. Mais vous, si je vous demande de plier votre doigt, votre cerveau, il est connecté avec votre doigt, vos yeux regardent votre phalange, votre cerveau n'est pas connecté avec le tiers proximal de votre avant-bras, et normalement, vous ne savez pas, enfin vous le savez, mais le patient moyen, il ne sait pas que ça se passe en haut de son avant-bras. Vous allez lui tapoter en haut de l'avant-bras en lui disant « Vas-y, bouge ton doigt ». Et on va dire « Il est cinglé celui-là ». Pourquoi? Parce que le muscle en se contractant ici, il est prolongé par un très long tendon, et au final, ça fait bouger le doigt dans certaines conditions quand même. Sauf que ce que le cerveau a reconnu, c'est le mouvement du doigt. C'est certainement pas l'endroit où ça doit se contracter. Pour un quadriceps, c'est quand même beaucoup plus clair pour le commun des mortels que quand je veux tendre mon genou, je dois contracter ma cuisse. Quand je veux plier mon coude, je dois contracter mon biceps. Ça, on va dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir ça. Donc, dans le cas d'un muscle sidéré, oula, on est reparti sur autre chose. Ah oui, non. Donc, pour un muscle sidéré, le travail actif aidé peut être utile, mais parfois c'est de l'électrostimulation qui est pas mal, si le muscle est sidéré, parfois c'est des irradiations, parfois c'est autre chose. Donc c'est là où il faut ressortir votre liste. Éventuellement avec l'excuse de dire « je suis en première année, quoi ». Donc oui, merci M. Chauvin de me donner cette information en me disant que la plupart du temps, en situation concrète pratique, ça se passera plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Mais pour le moment, c'est compliqué que vous exigiez de moi que je puisse contextualiser en fonction de toutes les pathologies. Entre un parkinsonien et un hémiplégique, entre je sais pas quoi, une personne âgée et un enfant, bien évidemment qu'on ne vous demande pas de savoir faire tout ça. Mais vu qu'on vous donne parfois des petites orientations, on dit attention, les fléchisseurs des doigts, c'est pas tout à fait la même chose que d'autres muscles. C'est bien de vous dire ça, je trouve. Ça vous ouvre sur ce que vous allez continuer d'apprendre sur les autres années. Tout n'est pas fini en cas, bien sûr. Donc oui, donc dans le cas d'un muscle sidéré, c'est encore autre chose. Le muscle sidéré, il n'est pas paralysé, il est juste KO. J'ai été opéré d'une ligamentoplastie de genou hier. Vous êtes mon kiné à l'hôpital où je suis hospitalisé. Eh bien, mon muscle quadriceps, j'arrive pas à le faire se contracter. Vous me le testez, je suis à 0. Ça ne veut pas dire qu'il est ni totalement paralysé, mon nerf n'est pas sectionné, je ne suis pas devenu paraplégique.
Le muscle, il est juste sidéré, il est juste temporairement déconnecté à cause de la douleur, à cause de l'anesthésie, etc. Et donc, j'arrive pas à le contracter. Il faut vite reconnecter le cerveau avec le muscle en trouvant plein de moyens pour que cette contraction soit retrouvée dans le registre de contraction musculaire que j'ai dans mon cerveau. C'est juste que ça a été déconnecté pour protéger. Comme M. Chauvin, il emploie beaucoup le terme contracture de défense, contraction de défense, ben là c'est l'inverse, c'est une décontraction de défense. C'est le muscle, il a été traumatisé, transfixié par le chirurgien, et bien il se protège en ne se contractant pas. D'accord? Donc l'idée, entre 0 et 1, soit c'est du réveil musculaire, c'est un retour à la contraction, ça peut éventuellement être de l'entretien alors que le muscle est paralysé, si j'ai vraiment un nerf qui est coupé, c'est j'entretiens le muscle au cas où ça récupère. C'est quand même pas tout à fait le même contexte. Vous êtes d'accord que parfois, un muscle est à 0, ne va jamais récupérer. Si cet après-midi, là, en rentrant avec mon vélo, je me fais renverser, fracture d'une vertèbre, atteinte de la moelle épinière, je peux très bien ne plus jamais contracter volontairement mes quadriceps de toute ma vie. Vous êtes conscient de ça. Et que vos batades, vos irradiations et tout ça, c'est du pipi de chat, ça ne marchera jamais. Donc ça, vous devez être conscient que c'est dans le cas idéal où, soit parce que j'ai pas beaucoup utilisé, je suis resté hospitalisé, j'ai pas pu bouger, j'étais dans le plâtre, ou alors je me suis fait opérer hier, mon muscle est sidéré, ou alors j'ai eu une lésion incomplète d'un nerf et le nerf est en train de récupérer, et ben là, je vais plus ou moins rapidement récupérer. Mais je peux récupérer de 0 à 4 sur un ligamento, par exemple, je peux être à 0 aujourd'hui, et demain après-midi, je peux être à 4. Si j'ai été opéré hier par le chirurgien et qui m'a fait une ligamentoplastie de genou. Vous comprenez ça? Si j'ai une section du nerf fémoral, ça va repousser de 1 mm par jour. Sous réserve que j'ai eu une chirurgie. Et si c'est une neurapraxie ou un axonotmésis, ça va repousser à 1 mm par jour. Donc si c'est coupé 20 cm au-dessus, au bout de 2 mois, ça n'a toujours pas récupéré. Hein. Donc je suis toujours pas à 4. Donc entre un truc qui récupère du jour au lendemain, comme un boxeur qui est KO pendant 10 secondes et qui se relève et qui finit son match et qui gagne, il peut être KO 8 secondes ou 9 secondes, dès lors qu'il s'est relevé avant les 10 secondes, il peut encore gagner le match. Vous êtes d'accord avec ça? Donc un muscle sidéré, c'est une paralysie temporaire. C'est une espèce de réflexe qui fait que le muscle s'arrête de se contracter. Et donc là, on ouvre la fenêtre des pathologies dans lesquelles on va avoir besoin de faire du renfort. C'est-à-dire, quand est-ce que le muscle n'est pas à 5? Dans quelle situation pathologique le muscle n'est pas forcément à 5? Dans quelle mesure il descend jusqu'à 0? Dans quel patho il descend jusqu'à 0? Et donc là, bien évidemment que vous apprenez de la techno de base, c'est le solfège. Bien sûr qu'il peut y avoir des zones un petit peu d'incompréhension dans votre cerveau, où on vous demande juste de dire, et si le quadriceps est coté à 2-, comment tu fais pour le faire progresser? 2-, c'est un petit peu moins que 2, eh bien, je l'installe en position 2 et je fais de l'actif aidé entre 2- et 2. Mais je vais te montrer comment je fais. Et vous le montrez. Et vous encouragez votre patient, vous l'installez correctement, vous respectez votre hygiène, votre ergonomie, vous nous proposez du temps de repos, vous nous proposez de l'actif aidé comme il faut, vous expliquez ce qu'il faut, et puis tout va bien. Et puis on enchaîne sur les sollicitations ultérieures. Mais l'idée, c'est de se dire que sur ces fameux fléchisseurs, hein, réponse Marie et Hortense, bah, sur ces fléchisseurs, eh ben, on fait de l'actif aidé. Entre 0 et 1, on fait de l'actif aidé. Pourquoi pas de l'électrostimulation en fonction de l'autorisation qu'on en a? Pourquoi pas? Donc l'électrostimulation, là aussi, c'est très 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 controversé sur de la neuropériph. Donc on va vous le citer tout le temps, vous allez vous le réciter, et on peut vous chercher des pouces sur la tête sur pourquoi de l'électro sur du nerf périphérique. Oui, sur de la sidération, y compris sur des fléchisseurs communs superficiels et profonds, y compris sur eux, mais moins efficace, hein, il a raison, M. Chauvin, mais efficace quand même, mais moins efficace. Donc comment on fait sans ces méthodes-là? Donc le muscle sidéré, bah, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour. Donc ça peut être par exemple, en mobilisant passif quand même, en entretenant jusqu'à ce que ça revienne naturellement. Comprenez que des fois c'est le ciel qui vous redonne, ou c'est la cicatrisation naturelle, c'est la phase de choc passée qui fait que ça récupère. C'est parfois pas des techniques. Mais bien sûr, c'est pas ça qu'on vous demande de montrer. Donc montrez-nous les familles de techniques, éventuellement, si M. Chauvin vous a dit ça en disant, sur des fléchisseurs communs superficiels et profonds, c'est quand même un peu difficile. Ça semble un peu illusoire. Vous avez le droit de dire ça, hein, bien sûr, puisqu'on vous l'a enseigné. Ça marche pour vous? Vous comprenez la manière d'un petit peu pondérer une récitation d'exercices valables entre tel élément et tel élément. Vous passez avec Madame Ferry, elle va vous dire, entre 0 et 1, les batades, vous pouvez vous les carrer où je pense, vos batades. Je pense que c'est inutile.
Moi, je vais vous dire qu'on donne une stimulation extéroceptive et je vais vous dire qu'on déclenche des contractions idiomusculaires. Certaines personnes appellent même ça un réflexe idiomusculaire. Donc c'est toujours bien de faire contracter le muscle, même si c'est que en utilisant ces aspects idiomusculaires. C'est des contractions rien qu'à la percussion. Ça reste très fruste, mais c'est quand même efficace. Pour un renfort des fléchisseurs de hanche, on s'intéresse uniquement à l'iliopsoas ou on associe un renforcement du droit fémoral. Donc là, on va vous dire, la réponse est en vous, Manon. À quoi on s'intéresse si on veut renforcer les fléchisseurs de hanche? Allez-y. Parce que là, il faut inventer un contexte. Parce que là, il n'y a pas de réponse générale à ça. En revanche, qu'est-ce qui semble le plus judicieux? Allô, allô, Manon? Ah, ben, vous êtes là à la bibliothèque. Elle passe sous un pont, Manon. Elle ne veut pas nous parler, on n'est pas assez bien pour elle. Hein, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, si elle est sous un pont, ça veut dire qu'il faut que je fasse les questions et les réponses comme d'hab. Donc, certains vont me le reprocher, mais tant pis, hein, c'est la faute à la bibliothèque, hein, c'est pas grave. Donc, pour un renforcement des fléchisseurs de hanche, si on vous donne un sujet, on va dire classique, K1. Elle a répondu par écrit, sinon, Monsieur Ferry. Ben, j'ai lu. Ah, pardon. Pour moi, c'est les deux qui travaillent. Bah, de toute façon, quand on demande de la flexion de hanche, tous les fléchisseurs travaillent en même temps. Dès lors que vous demandez un mouvement, quand je fais de la flexion du coude, tous les fléchisseurs du coude travaillent, que ce soit les trois principaux, brachial antérieur, biceps brachial, brachio-radial, les trois travaillent et concourent à la production de 80% du mouvement. Je peux inhiber un petit peu l'un par rapport à l'autre en changeant la position de prosupie, éventuellement en changeant la position de l'épaule, en plaçant en insuffisance, etc., tel ou tel des trois muscles. Et puis après, il y a aussi des accessoires, ceux qui font le petit complément, les 15-20% de plus, par exemple épicondyliens latéraux, épicondyliens médiaux. Je peux les imaginer qu'ils travaillent aussi dans la flexion du coude. Mon fléchisseur commun superficiel et profond des doigts, il travaille. Donc là, on va se dire que dès lors que tous les agonistes d'un mouvement travaillent quand on demande un mouvement, quand je fais de la flexion de hanche, si j'ai mon gugus que j'ai placé en position debout et que je lui demande de pousser sur ma main vers le haut, là, pousse sur ma main vers la flexion de hanche, monte ton genou comme ça, mets un coup de genou vers le haut, en poussant contre ma main qui est en train d'appuyer vers le bas, pousse, résiste fort, 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 fort. Bah, si je mets pas de contre-appui au niveau du bassin, je vais solliciter par irradiation toute la chaîne antérieure. Si je bloque et que je mets le patient en décubitus et que je fais un contre-appui, je suis en décubitus dorsal, je bloque son tronc et le tronc est bloqué par l'appui sur la table, je mets à 90 degrés, un moment favorable, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, fléchis, la personne essaye de monter en flexion, il pousse, là je suis sur l'ensemble des fléchisseurs de hanche. Un petit peu plus certains que d'autres en fonction de l'orientation des fibres. Vous êtes d'accord que si je voulais faire analytiquement du sartorius, je partirais dans la diagonale du sartorius avec toutes ses composantes. Je ne partirais pas en flexion analytique à partir de 90. Cependant, je ne peux pas non plus dire que le sartorius ne se contracte pas. Donc, dès lors qu'on fait un exercice pour un fléchisseur, tous les fléchisseurs travaillent en même temps. Si on veut le renforcer analytiquement, si notre cible c'est l'iliopsoas, et lui seul, et qu'on essaye d'être le plus analytique possible, on va essayer de préparer le terrain pour minimiser la contraction des autres. Et là, ça peut se faire avec cette histoire de moment de force, d'efficacité maximale, de placer en insuffisance musculaire certains groupes quand c'est possible, pour essayer de débroussailler le terrain et de le laisser faire le plus possible tout seul le boulot. D'accord? Si je veux être sûr que vous faites un exercice tout seul, là, je vous dis, vous venez à l'école, et on fait un devoir sur table, et on vous surveille. Si je dis, bon, répondez tous, là, vous m'envoyez tous un mail. Dans un quart d'heure, qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas collaborer? Si je vous dis, on répartit des salles, on divise en groupes, je peux le faire avec ce Zoom-là, vous vous mettez en groupe de travaux pratiques, et vous allez chacun me créer une question et une réponse sur le renforcement à la cotation MFM d'un groupe musculaire. Et un quart d'heure après, d'un muscle particulier. Et allez-y, vous me faites ça, et vous choisissez une cotation, un machin, et vous mettez par groupe. Là, je sais que vous allez travailler en groupe. C'est ce que je veux. Mais si je veux que vous travailliez le plus possible en individuel, je peux le faire. Sauf que je peux jamais créer des conditions pour un muscle pour être sûr qu'il travaille totalement tout seul. Et même l'agoniste et l'antagoniste se contractent. On est toujours quand il y a des résistances, sur de la co-contraction. Mais c'est toujours un peu plus celui sur lequel on met de la résistance que celui sur lequel on met pas de résistance. C'est toujours un peu priorisé
demander une contraction préférentielle de l'un par rapport à l'autre. Donc, pour un renfort des fléchisseurs de hanche, on ne s'intéresse pas uniquement, on associe un renforcement du droit fémoral, oui, mais dire que résister à la flexion de hanche, c'est un bon exercice de renfort du droit fémoral, non. Donc moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on fait du renforcement, quand on demande un renforcement de l'extension de hanche et qu'on me montre de la flexion du genou, en me disant, oui, mais les ischio-jambiers, ils sont fléchisseurs du genou. Ouais, bah d'accord, mais on te demande un renforcement de l'extension de hanche, là. Ou si on dit, ben, je renforce les ischio-jambiers en demandant une extension de hanche. Ben non, si tu veux renforcer uniquement les ischios, tu fais de la flexion du genou. Donc le renfort analytique des ischios, c'est en flexion du genou qu'on l'obtient le mieux. Et quand on met une résistance à l'extension de hanche, globalement, c'est quand même un peu plus le grand fessier qu'on cible plutôt que les ischios. Donc certains parmi vous, au semestre 1, nous ont annoncé qu'ils renforçaient les ischio-jambiers de manière spécifique en mettant une résistance à l'extension de hanche. Certains même ont vu des valeurs d'extension active de hanche sur leur sujet, leur de Brunner, comme on dit. Ils ont vu un déficit de l'extension active de hanche, ils nous ont annoncé il y a une faiblesse des ischios. On ne peut pas arriver à la conclusion que les ischios sont faibles uniquement en voyant un tableau de Brunner en gonio-active. Les extenseurs de hanche sont faibles, oui. Si on doit éventuellement en citer un, bah, le grand fessier, qui est l'extenseur analytique, il est faible. Et en plus, on voit que la rotation latérale de hanche, elle est un peu faible aussi. On nous donne une valeur, on est à 3-, alors qu'on est à 2- sur l'extension de hanche, et on est à 3- sur la rotation latérale de hanche. Ça peut être à cause d'un grand fessier qui serait faible. Si vous avez les deux en même temps, alléluia, vous avez trouvé le coupable. C'est pas les ischios. Hein. Dans ce cas-là, c'est le grand fessier. Mais on vous donne rarement des sujets d'ischios comme ça. Hein, on met rarement 2 déficits moteurs en même temps, vous êtes d'accord, hein. Des fois, on met 2 déficits passifs en même temps. Rotation médiale de genou, flexion de genou, par exemple. Ou abduction d'épaule, rotation latérale d'épaule. On peut en mettre 2 en même temps de déficits passifs. En revanche, on ne mettra pas 2 déficits actifs en même temps. C'est histoire que vous nous montriez une seule MFM, un seul renfort à la cotation MFM, et ensuite une réintégration du muscle renforcé dans sa fonction. Est-ce que ça va à peu près? Donc vous comprenez bien qu'avec l'histoire des moments, avec la question de Manon sur l'amplitude dans laquelle on travaille parce que c'est là où il est le plus sollicité, ça rejoint un peu l'histoire de tout à l'heure hein, avec le moment. Eh bien, oui, il y a une manière de cibler, une manière de travailler plus analytiquement. Alors, quel muscle vous ne sauriez pas faire travailler analytiquement? N'hésitez pas, hein, moi je vous ai dit, vous pouvez m'interroger, on peut passer en revue l'ensemble des muscles. Parce que là, on est surtout sur de la méthode, là, pour l'instant, depuis le début, sur vos questions. Si on a associé des rotateurs latéraux, est-ce qu'on peut justifier et dire que c'est dû à une faiblesse du piriforme et donc venir le travailler en abduction horizontale? Ouais, vous pouvez faire ça, mais alors après on va vous dire, est-ce que, par exemple, le coucher assis bout de table, donc comme ça, est-ce que dans cette position-là, la rotation latérale de hanche va être plus limitée que quand vous êtes réellement assis bout de table? Et donc là, on peut vous poser des questions, les réponses sont dans le Dufour, hein, et donc de se dire, est-ce que finalement, le piriforme intervient plus quand on est à 90 degrés, cuisse-tronc, ou est-ce plus quand on est couché assis bout de table, c'est-à-dire quand la hanche est en extension? Donc là, on peut aussi vous demander cela, et de dire, et ton EMFM, tu l'aurais fait dans quelle position? Et souvent, on marque, les mesures sont prises, couché assis bout de table. Et donc là, c'est à vous de bricoler avec ça. Mais moi, si vous me dites, de par ce que je lis là, eh bien, j'estime que c'est le pyramidal, le piriforme qui est faible, mais je vais le renforcer, et je vais le renforcer en abduction horizontale, je vais dire, bon, il s'est donné dans le cerveau, lui, mais globalement, pourquoi pas, puisque c'est sa composante, vous avez le droit de penser que vous le renforcez. Après, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça pose un problème parce que on n'est pas en rotation latérale des hanches. Et du coup, ça vous pose problème à vous parce que c'est pas du analytique correctement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que si on vous dit vous êtes en position assise alors que vous avez 60 degrés ou 50 degrés en passif, vous ne balayez que 10 degrés en actif. Donc là, vous dites, bah ouais, il est capable de faire une cotation 2, en décubitus il y arrive, mais il n'y arrive pas en cotation 3, donc il est un petit peu plus que 2 de plus. Donc là, normalement, nous, on attend de vous quelque chose de méthodique, de K1. C'est d'abord, on fait passer de 2+ à 3-. Et donc, on le fait plutôt en position assise, et plutôt soit en position couchée assise, soit en position stricte assise, stable, pour pouvoir solliciter dans la position décrite dans la gonio-active. Mais concrètement, si on imagine que vous dites, si on vous donne l'information
Les rotateurs latéraux de hanche, bah, vous n'allez pas les travailler dans une autre composante. Si on vous dit que c'est les rotateurs latéraux de hanche, c'est dans cette fonction-là qu'ils sont faibles. Mais si on vous dit le pyramidal du bassin est faible et coté à 4, et que vous nous faites des résistances manuelles dosées en abduction horizontale, moi je trouve que c'est la meilleure réponse. Mais on vous donnera jamais ça dans un sujet. Il n'y a jamais, hein, Charlie, le fait de dire le pyramidal du bassin est coté à 4, on ne peut pas le coter analytiquement, le pyramidal du bassin, le piriforme. Donc du coup, ça pourrait être une question, comme l'histoire de plusieurs déficits moteurs en même temps, mais c'est jamais donné dans les sujets de K1, quoi, pour les fins de semestre. Et ce serait pas, du coup, en examen, bien vu de proposer cette variante-là en se disant, bon, alors maintenant que j'ai travaillé les rotateurs latéraux, je peux insister plus spécifiquement sur le piriforme, et du coup enlever les autres rotateurs latéraux pour le lier lui spécifiquement. Bah, si vous êtes sûr que c'est lui coupable. Non, mais si vous êtes sûr que c'est lui, si vous élaborez, vous échafaudez une enquête en disant on aurait fait des tests spécifiques et l'abduction horizontale contre résistance est faible, si vous, ça se tient et puis qu'il n'y a pas de discordance dans ce que vous racontez par rapport au sujet, hein, c'est pas valable pour tous les sujets où la rotation latérale est faible. Vous avez le droit de dire une fois que j'ai récupéré une cotation 3 en position de MFM, bah, je peux tout à fait faire le prochain exercice en rotation latérale. Mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez faire les techniques de DOT où il y a de la rotation latérale, hein, si je ne m'abuse, le quadriceps Preston par exemple. Un des 6 mouvements, c'est la rotation latérale. Vous pouvez aussi dire, je fais de la reprogrammation neuromotrice, je travaille la phase oscillante, l'orientation du talon. C'est de la rotation latérale que l'on fait lorsqu'on attaque le talon, juste avant l'attaque du talon. Au niveau de la hanche, les rotateurs latéraux sont sollicités pour ouvrir le pas, pour pouvoir poser le pas avec le bon angle à l'attaque du talon. Donc en chaîne ouverte, c'est un bon moyen de le remettre dans sa fonction, une fonction de rotation latérale en chaîne ouverte. Bien sûr, c'est pas un renfort, ça, hein. C'est de la reprogrammation. Donc oui, moi je trouve que c'est une bonne idée de le faire. Et si vous complétez, vous pourriez même simplement le dire si vous n'avez pas le temps, après avoir fait ma rotation latérale en fonction de la cotation EMFM de manière un peu standard, un peu scolaire, un peu théorique, on va dire, un peu analytique. Si j'estime que c'est le piriforme qui me pose problème, je peux aussi rajouter un exo d'abduction horizontale contre résistance. Moi je trouve ça bien, moi, de proposer ça. Mais après, bon, voilà, c'est comment vous arrivez à le vendre, mais c'est vendable, hein, c'est pourquoi pas. Mais remplacer un truc où vous vous abstenez d'expliquer la logique des définitions des cotations 2 plus, 3 moins, 3, et que vous montrez vite fait un renfort manuel sans chiffrer, sans trop rien, c'est un peu éluder un peu la difficulté de la démonstration quand même. Ouais. C'est un peu plus facile, vous êtes d'accord, hein, moi je vais choisir un étirement, je vais faire un étirement continu. Ah bah tu t'es pas foulé là. Je vais choisir un seul muscle parmi tous ceux que je connais. Bon, je vais décrire le ratio, quoi. On peut vous suspecter. Des rotateurs latéraux, comme on nous a expliqué que c'était pas pertinent de donner l'anatomie de tous les. C'était pas possible. C'était trop long. On vous a surtout dit que c'était trop long. Donc vous citez tous les muscles et éventuellement vous décidez de dire j'ai choisi de vous donner l'anatomie détaillée d'un autre muscle. Mais donner rapidement l'innervation et les insertions rapides de tous les muscles adducteurs de hanche ou pelvitrocantérien, le cas échéant, ça peut quand même être nécessaire. Donc l'idée, il faut pas que vous deveniez prisonnier d'un espèce de raccourci qu'on vous a autorisé à prendre. Et ça, c'est un peu un effet pervers de notre exercice. Nos exercices sont un peu pervers parce qu'ils sont décontextualisés. C'est pas un vrai patient d'une part, et nos sujets sont un peu artificiels. Donc parfois, certains d'entre vous vont être très bons en stage, mais vont se prendre les pieds dans le tapis dans nos exercices parce qu'ils sont un peu trop en mode solfège, quoi. Et rapidement, votre cerveau a peut-être trop envie de s'émanciper et de passer rapidement à l'étape d'après sur un exercice peut-être plus concret qu'on retrouverait plus dans un vrai cabinet de kiné, quoi, sur un vrai patient. Donc, ne cherchez pas non plus tout le temps les raccourcis. C'est-à-dire que si on vous dit, vous détaillez l'anatomie d'un muscle, donnez que d'un muscle quand il y en a 10 qui font la même fonction, mais citez quand même tous les principaux et tous les accessoires comme je l'ai fait pour la flexion du coude. Mais éventuellement, vous dites, je vais m'attarder sur le biceps brachial. Si vous vous dites, il va être long à décrire, il y a plein de tendons, machin truc, le brachial antérieur, plus simple. Vous êtes d'accord si vous devez en choisir un et que vous vous dites, je suis pris par le temps, je me connais, j'arrive jamais à finir. Vous prenez plutôt le brachial que le biceps brachial. Il y a moins de chefs, la moitié moins, et il y a moins de tendons puisque les tendons se subdivisent à chaque fois, la plupart du temps, en 2 sur le biceps. Et donc, ça fait beaucoup de choses à décrire. En termes d'innervation, c'est pas trop compliqué, le brachial. Et en termes de fonction, c'est pas trop compliqué non plus. Et en termes de mouvement, ça va le faire, hein, on est
de la flexion du coude en pronation. Et en termes de fonction analytique, il n'y a pas d'action sur l'épaule puisqu'il est monoarticulaire. Vous êtes d'accord que c'est un bon choix, ça, si on veut faire de l'anat détaillé, pour montrer qu'on connaît son anat détaillé. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Mais il y a des choix qui sont des choix gagnants un peu, mais perdants après, du style, on me demande l'extension de hanche et je vais expliquer que les ischio-jambiers, quoi. Puis après, pour les renforcer, je fais de la flexion de genou, quoi. Alors que c'était l'extension de hanche qui était déficitaire. Là, on se dit, ils se sont fait des nœuds dans le cerveau pour contourner des trucs qu'ils maîtrisaient moins, mais finalement, ça a ni queue ni tête, leur présentation. Donc des fois, vous nous présentez des trucs d'aliens, quoi. Des trucs vous êtes pris dans une complexification des sujets. Des fois, vous-même, vous savonnez la planche en choisissant des choses trop compliquées. Vous choisissez un seul muscle, vous citez même pas les autres, et vous prenez le muscle le plus dur à décrire, à localiser et à palper. Pourquoi donc choisir le plus dur, quoi? Et donc des fois, dans votre cerveau, vous allez vers la complexité, parce que vous voyez peut-être pas le risque. Hein, c'est un peu comme le petit chaperon rouge, il voit pas le loup qui est planqué ou qui est déguisé, quoi. Mais c'est des questions ultra pertinentes. Hein. C'est le moment où on se pose ces questions-là qu'on comprend un peu la subtilité, un peu, on va dire, de l'examen, quoi. Après, l'intérêt, il n'est pas que l'examen. Hein. On peut passer l'obstacle de l'examen sans forcément devenir champion du monde des examens de fin de semestre tels qu'on vous les propose. Ils restent quand même très critiquables, nos examens. Ils sont quand même très décontextualisés, comme je vous le dis. Mais c'est pas parce qu'ils sont décontextualisés qu'il faut pas être capable d'effacer l'obstacle avec un minimum d'aisance. Vous devez quand même, vu que ça reste quand même... c'est téléphoné, quoi, ce qu'on vous demande. On vous demande pas 25 milliards de sujets différents. Il n'y a pas besoin non plus d'être Kasparov pour régler les problèmes qu'on vous pose. Donc, faites simple, et en faisant simple, vous allez réussir à montrer ce que vous savez, en ne vous étant entraîné. Est-ce que vous avez d'autres questionnements autour de cela, de ce qu'on est en train d'expliquer là? N'hésitez surtout pas, si pour vous, c'est pas clair comment transformer de l'anatomie fonctionnelle ou de l'EMFM même sur des exercices simples de renfort à la cotation EMFM. Je vous rappelle, on est sur la cotation EMFM. On a redébordé plusieurs fois sur la RNM, pas trop sur la proprio, mais plutôt sur la RNM et sur la marche et sur le travail en chaîne fermée. Là, on vous demande plutôt du travail en chaîne ouverte et plutôt du travail simple. Est-ce qu'il y a des muscles pour lesquels ça vous poserait problème? Ou des groupes musculaires pour lesquels ça vous poserait problème? En gros, faites la liste dans votre tête de quel muscle vous poserait le plus de problèmes. Sur quel muscle vous ne voudriez pas tomber, vous ne voudriez pas voir quoi apparaître. Qui plus est, tel groupe musculaire ou tel muscle est coté à 2-, voilà. Donc ce qui veut dire qu'à la fois vous devez montrer le MFM. Donc ce que vous maîtrisez le moins en MFM, c'est aussi ce que vous allez le moins maîtriser en renfo. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Quand on maîtrise bien l'un, on maîtrise l'autre. Quand on ne maîtrise pas le premier, on ne peut pas maîtriser le deuxième. Le début du renfo, on ne peut pas le maîtriser. Si on a confondu la cotation 2, la cotation 3, si on n'est pas trop sûr, si on se gourre entre la rotation médiale et latérale de hanche, généralement, on ne peut pas faire du truc bien en membre pour le renfo. On se reprend les pieds dans le tapis une deuxième fois lors du membre. Les rotateurs de hanche et les muscles de cheville, donc les rotateurs de hanche, et je vous redis, qu'est-ce qui vous pose problème, Marie Hortense? Demandez-moi une cotation précise. Par exemple, pour passer de la cotation 2 à la cotation 3, ouais. Avec du travail actif aidé, au niveau de la position, moi j'ai un peu du mal à visualiser comment est-ce que je me placerai et ce que j'indiquerai à faire à mon patient. Ok. Alors ça veut dire qu'on se mettrait en cotation 3 comme tout à l'heure. Il est en cotation 2, ça veut dire que lorsque l'on était pour la rotation de hanche, lorsqu'on est en décubitus, la rotation de hanche se passait dans toute l'amplitude, en rotation médiale et latérale, on va dire par exemple, ça se passait dans toute l'amplitude. On attribuait aux rotateurs latéraux et médiaux de hanche, du côté pathologique, la cotation 2. Lorsqu'on passe le patient en position assise, vous voyez, là c'est le segment jambier qui tombe, on imagine, donc la personne elle est assise comme cela avec son fémur, quelle phase de la rotation médiale ou latérale, possible en passif, lorsqu'on lui demande en actif, vas-y, en médial, en latéral, elle n'y arrive pas. Aucun déplacement. C'est la définition de la cotation 2, ça. D'accord? Donc, en décharge, je peux faire toute l'amplitude. Donc, sans pesanteur, je fais toute l'amplitude disponible en passif. Lorsque je suis en charge, contre pesanteur, je ne peux pas vaincre cette pesanteur du tout. Je n'ai pas du tout de degré de déplacement. Je parcours 0 degré. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, Marie et Hortense? Oui? Allô, allô?
Allô, allô, Marie, Hortense? Oui, ça va. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que c'est clair aussi de se dire, on installe en équivalent cotation 3 parce qu'on sait qu'on est déjà à 2. Bah ça, moi justement, c'était pas clair. Moi j'aurais fait en décubitus. Si on fait en décubitus, ça veut dire qu'on est en cotation 2. Lorsque Oui. je suis couché sur le dos en flexion de hanche à 90, flexion de genou à 90 et que je demande de tourner comme cela, il n'y a pas du tout de déplacement. Oui. Le segment jambier ne se déplace pas par rapport à la pesanteur. Il n'y a pas de dénivelé. Un petit peu comme tout à l'heure, l'histoire de notre muscle, c'était quoi qu'on avait choisi? On avait choisi, je ne sais plus quel muscle. Je ne sais plus. C'était les mêmes déjà. C'est les rotateurs de hanche aussi. Donc là, l'idée, c'est de les mettre en cotation 3 et de proposer soit de l'actif aidé, soit de l'excentrique facilitateur sur une partie du mouvement la plus facile, par exemple. Et est-ce qu'on aurait pu proposer en position de décubitus du travail actif en mettant une petite résistance pour simuler l'action de la pesanteur? Bah, vous pouvez toujours, sauf que c'est difficile à doser, quoi. Pas impossible. Comme c'est pas impossible de faire de l'excentrique entre 1 et 2. Vous comprenez? Mais en mettant une résistance contre résistance manuelle, on peut faire de l'excentrique. Mais le dosage est super, super fin. D'accord. Avec un montage résistant peut-être du coup sur toujours de la polythérapie. Que ça soit un montage résistant ou Ouais. pas. Non mais du coup pour quantifier avec la polythérapie, je voulais dire. Bah, pour quantifier avec la polythérapie, ça veut dire vous mettez un montage résistant en cotation 2, là oui. Oui, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Vous mettez par exemple suspension axiale équilibrée pour de l'abduction de hanche. Ça veut dire que normalement vous êtes typiquement à l'horizontale et vous commencez à porter 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes. Et à partir d'un certain nombre de grammes, quand vous refaites le test en latéraux, ça correspond à des degrés. Mais en dessous, par exemple, de 200 grammes ou 300 grammes ou 400 grammes, il y a peanuts, il n'y a même pas 5 degrés mesurés à la goniométrie active contre pesanteur. Donc oui, absolument. Mais le problème, c'est que ça, vous n'allez pas réussir à le montrer le jour J, puisque vous n'allez pas faire de montage poids poulie. Et que il faudra juste qu'on arrive à vous faire confiance sur le dosage de ce que vous réalisez. Rappelez-vous, quand on est en décubitus pour les rotateurs de hanche, membre en extension. Mon segment, ma cuisse, ma jambe sont en extension. La cotation 2, vous êtes d'accord que c'est je mobilise en actif aidé. C'était à ça que vous faisiez référence, Marie et Hortense, peut-être. Oui, oui. Vous êtes d'accord qu'on peut faire de la rotation de hanche comme cela, flexion, hanche, genou, et je tourne comme ça, en cotation 2. Je peux aussi me mettre debout selon la cote et faire cela en cotation 2. Oui. Je peux aussi me mettre en décubitus complet et simplement faire tourner le membre en rotation latérale et médiale. Et ça renforcera au même niveau. Et cotation 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les 3 sont des cotations 2? Oui. Parce que pour certains d'entre vous, ce qui est compliqué, c'est aussi mon prof de MFM m'a montré d'une façon, c'est la seule façon. Donc vous pouvez vous retrouver à être un petit peu rigide sur le plan de l'esprit, et pour vous, c'est pas pareil. Vous êtes d'accord avec moi que les 3, c'est des cotations 2. On a un prof a le droit de vous expliquer décubitus dorsal, votre guibole elle est comme ça, vous êtes couché sur le dos et vous tournez comme cela. Ça, c'est de la cotation 2, sous réserve que les mains du kiné reproduisent tantôt des résistances, tantôt de l'aide pour rester en apesanteur. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est ce que vous dit dans Daniels. Mais on peut aussi le faire hanche fléchie comme je vous l'ai montré. Là, il n'y a pas de dénivelé. On peut aussi le faire selon la cote, en étant debout. Le segment membre inférieur est vertical. Il n'y a pas d'action de pesanteur. Tout ce mouvement-là se passe en apesanteur. Donc, équivalent cotation 2 selon la cote. Tout ça, c'est du 2. Donc, vous pouvez faire travailler un muscle qui est tout juste à 2 de plein de manières. Soit en faisant des séries, qu'on a vu tout à l'heure, pour travailler l'endurance de force. Une fois qu'on arrive à faire des séries de 5 ou 10 mouvements, ben on va peut-être être capable de faire une partie du mouvement contre pesanteur. On a renforcé le muscle. On peut travailler avec une résistance sur un montage résistant sur un montage aidé, lorsque c'est possible. Ou légèrement résistant si on est en apesanteur, en suspension axiale équilibrée quand c'est possible. Mais je vous défie de le faire en rotation de hanche. Ça sera pas simple de le proposer, ce montage. Si vous devez le décrire, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Ce qu'il y a de plus simple, c'est de se mettre dans la cotation du dessus. Et de faire de l'actif aidé. Parce que le muscle est capable de se contracter quand même. D'accord? C'est pas parce qu'il n'est pas capable de produire du mouvement qu'il n'est pas capable de se contracter. Donc vous lui demandez tout ce qui peut se contracter et vous balayez en passif quand même.
Donc tout ça, c'est possible. C'est possible dans les trois positions. C'est possible en fonction de les trois positions, en fonction de ce que l'on veut. On peut mettre une résistance minime. Ce que vous allez avoir du mal à faire, c'est à nous expliquer cette résistance minime que vous mettez. Je mets une résistance de 200 grammes. Comment vous allez réussir à le faire sur un cobaye qui, la plupart du temps, à l'école de kiné, n'arrive pas à faire autre chose qu'une cotation 5? Est-ce qu'ils arrivent, vos cobayes que vous avez dans vos groupes, à mimer 100 grammes de contraction? Ben non. Donc vous allez faire quoi? Vous allez juste l'expliquer, l'exercice. C'est plus facile de montrer de l'excentrique facilitateur, c'est plus parlant. Et vous êtes plus sûr que ça va fonctionner et que le patient va se mettre à 100% de ce qu'il peut faire parce que c'est facilitateur. Empêchez votre jambe de tomber, empêchez votre jambe de tomber. C'est quand même plus simple, cognitivement, que je vais vous aider, mais alors je vais vous aider qu'un tout petit peu, mais alors si je vous aide un petit peu plus, vous faites comme si... Là, c'est un truc à se prendre la tête. Hein. Vous êtes d'accord que quand c'est des résistances minimes, c'est compliqué pour le patient de comprendre. Si le patient il est tout juste capable de faire du 2, vous allez le mettre avec des résistances, c'est quand même chaud, quoi. Je sais pas, hein, moi je veux bien que vous sachiez doser, moi je suis pas à l'aise. Pour la plupart des groupes musculaires, si je fais du contre-résistance entre 1 et 2, quoi. Enfin, entre 2 et 3, pardon. Les résistances en cotation 2, pour aller vers 3, pour moi, je préfère m'installer en cotation 3, quoi. Sauf montage de poulie, quoi, mais on fait pas de la poulie tous les jours. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? C'est pas interdit, hein, c'est juste, mais il faut que vous choisissiez les situations d'exercice que vous allez réussir le mieux, 1 à montrer, 2 à expliquer, à justifier. Donc si vous choisissez une modalité, et toutes les modalités évoquées là sont possibles, comme pour Charlie tout à l'heure qui nous expliquait la composante d'adduction horizontale, oui, sans problème. Ah mais c'est dur à vendre. Pourquoi donc t'es passé par là pour nous montrer le truc qui était mesuré en rotation, quoi? Bah là pareil pour vous, pourquoi tu mets des résistances qui vont être de l'ordre de 50 grammes ou 100 grammes? Comment tu vas réussir à nous montrer ça? Et pourquoi tu utilises ça alors que tu es débutante? Ça paraît étonnant d'utiliser les techniques les plus fines. Donc utilisez d'abord les techniques simples à réaliser, vous préparez le terrain pour aller en stage. Et du coup, toujours pour les rotateurs de hanches, pour passer de la cotation 3 à la cotation 4, on se mettrait contre-pesanteur et on appliquerait une résistance? Ben, c'est même pas qu'on l'appliquerait, c'est qu'entre 3 et 5, on mettrait des charges, on mettrait des poids. Okay. Ça veut dire que tout de suite, on utiliserait la RDP, par exemple, cette résistance directe progressive de DOT. Et donc là, on mettrait d'abord 500 grammes, après 1 kg, et puis on réévaluerait régulièrement la force max, la 1 grand RM, et puis on travaillerait en fonction d'un pourcentage de cette 1 grand RM. En gros, donc on mettrait une chevillère lestée, vous voyez, ou les bracelets lestés avec du sable, là, au bout de la jambe. Ce qui fait qu'on aurait tout le bras de levier du membre inférieur, enfin de la jambe, du segment jambier, et on pourrait travailler d'abord avec 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes. Et évidemment, vous pouvez aussi le faire à la main. Mais à la main, on va vous arguer le fait que, comment vous faites pour améliorer la qualité de votre renfort? Comment vous faites un meilleur renfort? Pour nous, ça veut dire qu'il faut le quantifier, ce renfort. Vous voyez qu'on n'a pas le talon-fesse. Comment vous pouvez faire mieux que juste dire, il a une flexion de genou limitée? Je prends un goniomètre de Houdre, et je mesure la flexion du genou avec mes repères goniométriques qu'on m'a appris. Il fléchit à 125 degrés, alors que de l'autre côté, il est à 140. Il lui manque 15 degrés. C'est quand même plus technique, plus précis, que de penser qu'on peut y arriver à l'œil. Donc pareil pour le renfort. Le renfort, il faut qu'il soit quantifié entre 3 et 5. Donc des résistances, la plupart du temps directes. Vous prenez pas la tête à dire « Ah mais j'ai pas de cage à poulie ». C'est pas grave, hein, vous expliquez comment vous accrocheriez des poids au bout du pied, et forcément c'est en plus de la pesanteur, donc c'est une installation cotation 3. Installation position 3. Ça marche? Donc c'est des grands principes, ça, mais c'est des choses que vous savez faire, hein. Qu'on soit bien d'accord. La seule chose peut-être qui vous manque, c'est d'enlever les choix de technique ou les choix d'explication qui seraient les plus bancals, les plus compliqués à démontrer, pour nous aussi, hein. Si vous nous imposez de démontrer certains trucs, on vous dit on peut y arriver, mais ça passe par un chemin qui est pas simple, ça prend du temps, et alors qu'il y a des choses qui sont relativement faciles à démontrer. Donc c'est en vous entraînant que vous arriverez à visualiser et à identifier qu'est-ce qui est simple à expliquer, qu'est-ce qui l'est moins. Et parmi nous, il y a plein de gens qui ont beaucoup progressé dans leur capacité à nous expliquer des choses. On le voit en CC et ailleurs, il y a des gens qui ont beaucoup progressé. En gros, il y a des gens qui partent de loin, qui avaient du mal à expliquer clairement et qui arrivent beaucoup mieux maintenant. Et ça, c'est l'objectif de tout étudiant en K1, hein. Il n'y a pas de honte à d'où je pars, on a repartir de zéro, rester à zéro et stagner quelques semaines. Le seul truc, c'est de se dire, à un moment donné, je vois le bout du tunnel, je sais vers où je dois marcher, et je marche, et j'y vais, quoi.
Faut pas être resté en cours de route en se disant, bah, ouais, sur un malentendu, ça peut passer, ou ça sera en fonction du jury et de la question et de la chance et de la météo, et puis on verra, Inch'Allah, quoi, ça peut pas être ça, quoi. Forcément, il faut que vous ayez identifié à peu près certaines clés de compréhension. Et pour certains, je vois Lucie qui rigole, c'est des déclics. Il peut y avoir eu des déclics. Et il n'y a pas de honte, et normalement, ceux qui se sentent encore déficitaires sur tel ou tel domaine qu'on a eu l'occasion de revoir ensemble, il faut juste qu'ils produisent eux-mêmes ces déclics. Nous, c'est pas faute d'avoir été en face de vous pour répondre à vos questions, c'est toujours un peu les mêmes qui posent les questions, sauf que tous ceux qui ne les posent pas, les questions, nous, on aura sûrement des questions à leur poser. Pas pour se venger du fait qu'ils n'aient pas participé, mais il est peut-être évident que tous ceux qui ont beaucoup discuté avec nous, ils le font sans qu'il y ait de notes, là. Alors que les autres le font que quand il y a des CC, que quand ils jouent pas leur vie, hein, mais ils jouent des sous, quoi. Ça coûte quelque chose. Donc si ça coûte quelque chose, malheureusement pour eux, souvent ils perdent de l'argent. Donc il vaut mieux s'entraîner quand ça coûte rien, soit pour progresser régulièrement, soit pour générer, quand on en a besoin sur tel ou tel thème, des déclics. Et les déclics, ça peut aussi être sur la façon de travailler. Sans que nous, on vienne mettre le nez dans vos affaires, dans vos colocations, chez vous, dans votre famille et tout ça. Nous, on n'est pas là pour être curieux, c'est pas ça. C'est plutôt de se dire que si vous émettez, si vous exprimez des difficultés, il faut que vous puissiez nous donner des clés pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider, pour provoquer soit ces déclics, soit ces explications. Et vous pouvez avoir des profs où vous vous dites, en cas 3, c'est le prof dont je préférais les explications, et en cas 1, je comprenais rien à ce qu'il me racontait. C'est pas grave, nous, on le prend pas mal non plus. Nous, si on vient et qu'on vous affronte les uns les autres, c'est pas pour que vous soyez en train de faire un classement, lui, il explique super bien, donc j'ai toujours rien compris, hein, mais lui, il explique bien, quoi. Ah non, mon coco, si t'as toujours pas compris, tu peux pas savoir qui explique le mieux, quoi, c'est pas possible. Donc vous ne rentrez pas non plus dans ce truc de fou, de vouloir à tout prix trouver le prof qui expliquerait le mieux, quoi. Ça n'existe pas, ça. Sinon, vous auriez tout compris. Si vous aviez trouvé un prof qui expliquait parfaitement, vous auriez tout compris. Parce que il n'y a pas tant de choses que ça à comprendre, mais c'est des choses où il y a des nœuds, quoi. Et les nœuds sont durs à enlever, ça oui. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont de la même nature. Donc quand on arrive à déficeler un nœud, à défaire un nœud, normalement, on arrive à défaire les autres. On arrive à transposer. Donc si un seul prof suffisait, vous n'écoutez que lui, la lumière arrive sur vous, vous entrez dans sa religion, et normalement tout va bien, ce qui n'est pas le cas. Après, vous pouvez préférer des gens, il y a des têtes qui vous reviennent mieux, il y a des gens qui vous semblent plus sympathiques, les minutes s'écoulent plus vite. Ça oui, c'est normal, c'est humain, quoi. C'est humain que vous pensiez ça. Mais sur l'explication, il y a un travail qui vous revient à vous, quoi. Il y a une part de travail où vous devez identifier ce que vous avez déjà compris, ce que vous n'avez pas encore compris, et ce sur quoi vous devez vous entraîner seulement à présenter, pour que ça soit plus fluide, éviter les gros obstacles, ne pas se rajouter de la complexité, de la difficulté, et puis ça passe tout seul après. Une fois que vous gérez là-dedans, vous naviguez tranquille. Et certains sont déjà dans cette configuration. Ils ont démarré en étant en difficulté, et maintenant ils sont un peu plus dans de la gestion parce qu'ils ont compris où étaient les obstacles. Ah, il suffisait de les contourner, c'était facile. Bah oui, mais on te l'avait déjà dit, hein. Ah bon, oui, mais vous l'aviez mal dit. Bah, ok, si tu veux. Il y en a d'autres qui l'avaient compris quand même depuis le début, hein. Ouais, mais bon, eux, soit pareil. Ok, bon, c'est pas pareil. Puis il y en a qui comprennent toujours pas jusqu'au rattrapage du S2, quoi. Donc là, il faut faire gaffe de pas être dans la voiture balai, quoi. Pour pas se retrouver, alors qu'on a quand même travaillé, à pas avoir voulu voir les zones où il y avait des nœuds à défaire. C'est très très important. Alors, Pierre, Jade, Mathilde, Mathieu, cela veut dire que si on décide de faire un exercice des rotateurs debout en charge, bouger le bassin au-dessus du membre inférieur, c'est à partir de la cotation 3. Ça veut dire que nous, on veut déjà que vous fassiez entre 0 et 3 du renforcement à la cotation EMFM, c'est ce qu'on a développé le plus. Qu'entre 3 et 5, vous fassiez du renforcement avec des protocoles en quantifiant, avec une valeur en nombre de kilos, en nombre de newtons, avec un dynamomètre, avec des charges directes ou autres, et qu'une fois que vous êtes à 5, et pourquoi pas anticiper, le faire un petit peu avant, dans sa fonction. Donc un muscle des membres inférieurs, pourquoi pas les faire en charge, mais moi pour les rotateurs, Pierre, Jade, Mathilde, Mathieu, moi je vous ai dit que ça pouvait être en chaîne ouverte aussi, mais à la marche, en fonctionnel. La phase oscillante, elle se fait avec de la rotation latérale de hanche, pour attaquer le talon avec une rotation latérale. Il y a une giration pelvienne, il y a de la rotation latérale de hanche qui se passe à la phase oscillante, juste avant l'attaque du talon. Donc moi je ne vous dis pas que... en revanche, si vous me dites comment est-ce qu'on peut faire travailler les rotateurs debout en charge, bien évidemment qu'on peut se mettre comme cela, on est debout, on est en unipodal, et on peut tourner. Je tourne à gauche, je tourne à droite, je tourne à gauche, je tourne à droite. Mon genou est verrouillé, c'est pas lui qui a des rotations.
je mets mes mains sur mes hanches, c'est pas mes vertèbres lombaires qui tournent. On est d'accord là. Donc là, je tourne, et donc je suis en train de tourner de ma rotation latérale max à ma rotation médiale. Latérale, médiale. Donc là, si je le fais, ça vous rappelle les mouvements balistiques, agonistes, antagonistes. Je tourne avec les rotateurs latéraux, je tourne avec les rotateurs médiaux, je tourne avec les rotateurs latéraux, et si je le fais vite, je dois faire des inversions rapides, c'est pas des inversions lentes, je fais des inversions rapides, rotateurs médiaux, rotateurs latéraux, rotateurs médiaux, rotateurs latéraux. Ça nécessite de l'équilibre, donc je peux le faire en me stabilisant, sans jouer. Et donc là, je suis en train de travailler en charge, mes rotateurs médiaux, mes rotateurs latéraux, mes rotateurs médiaux, mes rotateurs latéraux, en alternant les contractions. Donc le début, je contracte les agonistes, après je freine avec les antagonistes pour repartir avec les antagonistes. C'est la définition que je vous avais expliquée des mouvements balistiques. D'accord? Donc là, ça peut être ça, donc l'exercice que propose la coloc, hein, c'est une coloc, j'imagine ça, hein, Pierre, Jade, Mathilde, Mathieu, ou alors c'est une équipe de basket, il en manque un. Voilà, donc on imagine que oui. Donc là, vouloir vous dire à quel moment on commence, bah, on est d'accord, Monsieur Cordy, vous a dit quoi? La RNM, elle commence même quand le muscle est à 0. Bon, maintenant, à quel moment on le démontre, si c'est ça la vraie question, cachée, à quel moment on le démontre le jour d'un examen de fin de semestre? Bien sûr que le moment où il faut le montrer chronologiquement, c'est quand vous avez ramené le muscle à 5. Donc on veut quand même que si vous souhaitez nous montrer un exercice en charge et autres, il faut déjà être à assez de force. Rappelez-vous tout à l'heure, le Van Voren, le Rabbi Michaud. La question de Manon G, eh bien, c'était de dire, est-ce que on peut être à 5 et avoir quand même une boiterie? Bah oui. Donc du coup, pourquoi commencer trop tôt, à 3, à faire des exos en charge où on n'est pas sûr de contrôler la mise en action du muscle? 3, c'est encore faible. Hein. 3, c'est tout juste porter le poids du membre, contre pesanteur. C'est pas BZF. Quand il vous disait 17%, M. Cordier, moi je suis d'accord, 17, 20, 25%, pas plus. Donc quand on est à 3, c'est pas 3 cinquièmes. C'est 3 sur 6 gradations que contient l'échelle de Daniel Seward-Singham. Donc c'est 3 sur 6 cotations. On n'est pas à 0, on n'est pas à 1, on n'est pas à 2, on est à 3. Et donc là, on est même à 4 sur 6. Et donc 4 sur 6 qui correspond qu'à 20%. D'accord? Donc le 4 sur 6 ne veut pas dire 4 sixièmes. Il veut dire à 4 sur l'échelle. C'est tout ce que ça veut dire. Donc M. Cordy vous le redit souvent, il a totalement raison. Ça veut dire qu'on entraîne du muscle faible quand on est en dessous de 3. Très faible. Et à 3 peut commencer le travail où on commence à mettre des résistances. On peut même commencer un peu avant, on est d'accord, on l'a vu tout à l'heure avec Valérie qui nous proposait du renfort de cette manière-là. Mais globalement, il faut que vous ayez compris que renforcement à la cotation, dès qu'on peut quantifier, on quantifie. Si on peut se faciliter la tâche et faire quelque chose de carré pour que le patient comprenne, que ça soit démonstratif et que ça soit la meilleure source de progrès, ben on choisit ce qui marche, on s'embête pas. Et derrière ça, on renforce pour revenir à la force du muscle contralatéral, du groupe contralatéral. On redevient normal, quoi, en gros. Cotation 5. Et après, c'est tout le travail fonctionnel, proprioceptif, toute la reprogrammation. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est tout le moment où on convertit cette force analytique qu'on a retrouvée. Est-ce que ça répond, Pierre, Jade, Mathilde, Mathieu? Eux, ils passent sous un pont. Eux, ils sont à la piscine municipale, les 4. Non, oui, c'est bon, merci. Ok. Donc l'idée, c'est oui, c'est un bon exercice. Ça veut dire que travailler les rotateurs en se mettant en unipodal et en tournant sans tourner au niveau du rachis, c'est super. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est bien. Vous comprenez, un genou tendu, on fléchit pas le genou. Si on veut travailler les rotateurs du genou, on va fléchir le genou. Mais ça ne remplacera pas un renfort à la cotation au MFM. Parce que là, on maîtrise rien en faisant ça. C'est toute une chaîne musculaire qui travaille, c'est l'équilibre en même temps et tout ça. Donc, ne prétendez pas renforcer un muscle en disant le muscle est à 2 moins, ben, je le mets en charge et puis il tourne. Bah non, s'il est à 2 moins, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Il faut d'abord le renforcer analytiquement, en décharge, la plupart du temps, avec les modalités qu'on a déclinées aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu plus clair tout ça quand même? Parce que l'idée, c'est des principes, ça. Ça reste des principes. Expliquer des principes, c'est compliqué parce qu'il faut les digérer, ces principes. Et donc là, vous êtes en cours de digestion de ces principes-là, mais il n'y a qu'en acceptant de faire des vraies séances de renfort, de montrer plusieurs répétitions sur vous quand vous êtes genre demain après-midi, par exemple, il n'y a que là qu'il faut que ça va le faire. Tant que vous restez sur uniquement le principe que vous avez l'impression d'avoir compris, le jour où vous devez le faire, bah, c'est comme si moi je lis une pièce de Shakespeare en anglais, je me dis bah je comprends j'arrive à lire Shakespeare, j'arrive. Mais vous me mettez sur une scène de théâtre en me disant bah t'as jamais fait de théâtre, Fering, bah tu vas nous faire du Shakespeare là le jour J quoi. Bah,
Même si j'ai le droit d'avoir le bouquin à côté de moi, je ne vais pas y arriver. Hein. Parce que c'est beaucoup trop dur. Ça nécessite beaucoup trop d'entraînement que j'aurais pas eu. Et donc, il ne faut pas que vous minimisiez l'intérêt, l'importance de répéter la séquence. De répéter les consignes qu'on donne aux patients, d'obtenir son adhésion, de corriger ce qu'il faut corriger, de donner les bonnes explications qui vont avec au jury, de ne pas vous embourber dans des explications trop longues. Donc tout ça, c'est des choses qui se travaillent, quoi, hein. Ça se travaille, et puis une fois qu'on l'a travaillé, on est en zone de maîtrise et donc de facilité. C'est ce que vous recherchez, la facilité, hein. C'est ce qu'on veut pour vous. On ne veut pas que ça soit dur. Donc du coup, il faut vraiment passer par ces phases d'entraînement. Donc vous avez plutôt tendance à soit les choses que vous récitez, à répéter des choses que vous récitez. Il me semble que c'est pas le plus utile de s'entraîner à réciter. Ça, on peut réciter chez soi devant son miroir. Et puis, vous avez tendance à répéter ce que vous voulez bien faire, mais en parlant en même temps. Donc moi, je vous inviterai là à dire un geste que vous voulez faire parfaitement, commencez c'est, ne mettez pas de son. Faites un beau massage, mais pendant 30 secondes, 20 secondes, sans le son, sans explication qui viennent perturber la réalisation technique. Sur du renfort musculaire, c'est pas vous qui agissez, c'est le patient. Donc c'est plutôt les consignes que vous donnez, l'installation et les explications qui précèdent, qui font la qualité du travail, l'explication du protocole. Pourquoi vous faites cela? Donc là, c'est plutôt le pourquoi j'utilise cela et pas autre chose. Donc en renfort, il faut vraiment que vous soyez solide sur la compréhension des principes et que vous arriviez à démontrer un minimum dans les conditions imposées qui sont loin d'être faciles. Parce que les meilleures techniques, vous ne pourrez pas tout à fait les faire. Il faut du matériel, il faut du temps, il faut de l'installation en poulie, etc., etc. Donc vous pourrez citer les choses les plus utiles, mais vous devrez être capable de démontrer. Et donc n'hésitez pas à démontrer un mode de contraction concentrique, un statique, un excentrique. Au moins on voit que vous maîtrisez cela. Beaucoup l'ont fait au semestre 1. Donc mettez-vous comme challenge de démontrer et de proposer systématiquement les différents modes de contraction dans votre démonstration lorsque vous faites du renfort à la cotation EMFM. Entraînez-vous sur une cheville, comment on fait pour faire de la flexion dorsale de cheville. Entraînez-vous en chaîne fermée avec le triceps sural. Entraînez-vous avec plusieurs groupes musculaires qui travaillent en même temps, du genre quand vous voulez renforcer des muscles fixateurs de la scapula. C'est quand même pas si simple. Si on vous dit faites-moi du renfort du trapèze inf, bon, là il s'agit de maîtriser sérieusement la cinésiologie de l'épaule, on est d'accord, hein, et puis de trouver des exercices. Donc tout ça, il y a des choses qui vont se révéler être compliquées pour vous à démontrer. Messieurs, dames, j'ai un rendez-vous avec des K2 maintenant. On peut se revoir demain pour ceux qui sont présents. Je vais devoir vous laisser, si ça ne vous dérange pas. Je réponds à toutes les questions concernant cela. Mais vous comprenez que vos listes, pourquoi pas, hein, elles sont bien vos listes, hein, les batates, tout ça, tout à sa place, en étant capable un peu de le défendre et de le vendre, quoi. N'apprenez pas une liste pour une liste. Sinon, entraînez-vous simplement pour réaliser les choses en présence, de 0 à 3 plutôt en manuel, et de 3 à 5 plutôt en citant des protocoles avec des valeurs et avec les noms propres, le DOT, le TSI, le 3I, tout ça, éventuellement avec une partie de récitation quand même à ce moment-là. Messieurs, dames, je vous dis à demain pour ceux qui sont, pour les chanceux, les malchanceux qui sont en TD avec moi le matin, et puis les chanceux qui ont le droit de venir réviser à l'école de l'après-midi. N'hésitez pas à venir en nombre, c'est comme ça qu'on révise, surtout pour ceux qui ont du rattrapage UE7. Donc priorité à cela. Donc surtout, n'hésitez pas à préparer des petites séquences. Si vous voulez vous mettre en situation, ça ne coûte rien. On vous corrige et on vous dit, là, si vous êtes sur la petite partie renfort, voilà combien de points je te mettrai sur le renfort. Moi, vous me demandez ça demain, vous présentez 2 minutes et puis on le fait, quoi. Et évidemment, même si vous passez avec moi la semaine qui suit, je ne retiendrai pas la note de demain. Hein, donc n'ayez pas peur de vous découvrir, de montrer votre jeu demain. D'accord? Ok, hein. Ça serait trop dommage de ne pas prendre les occasions pour s'entraîner en situation réelle. Très bien. Merci beaucoup. Mesdames, à demain. Au revoir. Merci, Merci, tout ça. au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.